Bienvenue à Parlons éthique, le podcast où nous parlons d'éthique pratique avec des spécialistes de différentes questions afin d'enrichir nos réflexions et surtout de mieux agir. Justement, Parlons éthique s'est affilié à Supporte la Vague, un organisme d'aide international non paternaliste et efficace qui vise à faire une grande différence. Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le site supportelavague.org. De plus, tout l'argent fait par notre chaîne ira au support de l'organisme. Chaque écoute, like et souscription permet de faire une différence dans la vie d'une personne qui en a vraiment besoin. Tout notre contenu est disponible sur notre chaîne YouTube à Parlons éthique et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook du même nom. À l'émission d'aujourd'hui, nous avons rencontré Jonathan Côté-Brassard, qui est chargé de cours au département d'éducation physique de l'Université Laval. Son expertise porte notamment sur l'éducation morale et, plus spécifiquement, sur l'éducation morale en éducation physique et en sport. Dans l'émission, Jonathan nous présente ce qu'est le sport, l'esprit sportif et les approches en développement moral. On voit comment le sport a un potentiel éducatif moral bien plus grand qu'on ne pourrait le croire à prime abord, parce qu'il permet de mettre réellement en situation les participants et les participantes face à des dilemmes éthiques et non simplement de discuter, comme c'est le cas dans les autres cours centrés sur l'éthique. Salut Jonathan, tu viens nous parler d'un sujet qui peut sembler hors sujet, le lien entre l'éthique et le sport. En fait, on va devoir parler d'éthique et d'éducation sportive. Donc, est-ce que tu veux commencer par peut-être le sport ou l'éducation morale? En fait, j'aimerais d'abord à vous remercier de m'accueillir. Là. Et pour répondre à ta question, Kevin, je dirais il y a plein de choses en sport qui semblent nous indiquer que ce serait un très bon outil pour favoriser le développement moral des personnes. Mais à la fois aussi, on voit tous les dérapages qu'on peut constater sur la scène sportive. Puis oui, chez les pros, mais aussi chez les jeunes, on voit ce genre de choses. Donc la question est pertinente. Et en fait, si on regarde du côté de la recherche scientifique, qui porte sur le domaine de l'éducation morale en général, ou l'éducation morale ici plus spécifiquement en sport. Je vais utiliser l'acronyme en EPS, en éducation physique et sportive, tout ce qui est l'éducation physique enseignée à l'école, mais aussi le sport organisé chez les jeunes qui a une vocation éducative. Ou ceux qu'on fait du sport de manière éducative, on le regroupe souvent sous le vocable éducation physique et sportive, donc EPS. Donc il y a 3 conclusions majeures qu'on peut relever de la littérature scientifique pertinente là, sur l'éducation morale en EPS. En fait, il existe peu de résultats qui soutiennent que le sport contribue au développement moral des participants. Mais en fait, deuxième conclusion, plusieurs résultats qui tendent à montrer plutôt que le sport peut nuire au développement moral de ceux et celles qui y participent. Énormément de résultats scientifiques qui montrent cela. Donc là, ça laisse pensif. Est-ce que c'est un bon outil? Parce qu'on semble croire, quand on sonde l'opinion populaire, que le sport serait merveilleux pour favoriser le développement de plein de vertus, puis c'est une belle place pour que la jeunesse puisse se former. Mais là, on a des résultats, pas juste de ce qu'on ressent, notre expérience et tout ça, mais on a vraiment des résultats scientifiques ici, puis d'innombrables, plusieurs recherches qui tendent à montrer que plus tu pratiques du sport, moins tu es développé sur le plan moral. C'est assez extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces études-là, est-ce que tu connais la méthodologie qu'ils ont appliquée? Oui, en gros, c'est sûr, les métaux, ils changent d'une recherche à l'autre, mais en gros, on tente de corréler des variables. Fait qu'on va prendre des variables de type moral, comme par exemple le niveau de jugement moral. J'entrerai pas dans les... Oui, ça veut dire quoi, le niveau de jugement okay. pour le commun des mortels? Le jugement moral, puis ça, on va aborder ça tout à l'heure, là, ça va être pertinent pour notre discussion, mais en gros, le jugement moral, c'est un acte de pensée, juger, en général, pas seulement le jugement moral, mais juger, c'est un acte de pensée où on affirme ou on nie quelque chose. Le jugement moral, c'est la même chose, affirmer ou nier quelque chose, mais qui porte sur le domaine moral. Et le niveau de jugement moral, ici, on peut, si on se réfère à des études, ici notamment à Kohlberg, qui est un chercheur qui a développé une théorie du développement moral assez reprise, assez célèbre. En gros, il y avait différents niveaux et stades de développement moral, mais le stade de développement du jugement moral ici, c'est la seule variable qui était pertinente ici. Et donc, on peut classer les gens par rapport au stade, de 1 à 6, à quel stade qu'ils résonnent. Et là, donc, on prend cette variable-là, par exemple. Il y en aurait d'autres variables dans le domaine de la moralité qu'on pourrait corréler avec d'autres variables en lien avec le sport. Donc, la durée de la pratique sportive, ça fait combien de temps que je pratique, le niveau atteint, ce genre de variables-là. On va faire des tests statistiques en sciences.
On va regarder voir s'il y a une corrélation positive, négative ou aucune corrélation. On va voir la force de la corrélation. Et donc là, par exemple, on a vu que le niveau de jugement moral était inférieur à mesure qu'on pratiquait du sport plus longtemps. Et là, ce n'est pas seulement une étude, mais plusieurs études qui sont réalisées dans plusieurs contextes différents. Donc à ce moment-là, on a des données scientifiques. Aujourd'hui, on va aborder tant l'aspect scientifique que philosophique de l'éducation morale en EPS. Encore une fois, juste pour le commun mortel, en termes de conclusion, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, les individus qui pratiquent plus de sport ont moins de jugement moral, ça veut dire donc qu'ils réfléchissent moins sur des questions qui relèvent de la moralité? Pas moins, mais à un stade de développement du jugement moral inférieur. Donc, c'est pas moins en termes de quantité, mais ça serait moins en termes de qualité, si on se réfère à la théorie des stades de développement moral de Kohlberg. Sans entrer dans les détails, pour peindre grossièrement c'est quoi les stades de développement moral selon Kohlberg, au départ, on raisonne à un niveau plus égocentrique, où notre raisonnement moral est centré sur soi-même. Plus on progresse, plus on se décentre. On n'est plus seulement orienté sur soi-même, mais sur les normes sociales, les conventions sociales en général. Par exemple, ici, on raisonnerait au niveau des lois. Ceci est mauvais sur le plan moral parce que la loi l'indique, par exemple. Ce serait un niveau qui se situerait au niveau conventionnel, au niveau des conventions sociales. Mais aussi, si on progresse davantage, là, on atteint un niveau post-conventionnel, donc des stades supérieurs, où là, notre raisonnement moral se descend encore davantage. Et là, on adopte le point de vue de la raison, en général. Donc, c'est une théorie d'inspiration kantienne, on l'a reconnu, puis on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure sur notre cher ami Kant. Mais c'est ça, en gros, notre raisonnement se descend encore davantage, et là, on adopte le point de vue de la raison. Et c'est comme ça qu'on progresse à travers les stades de développement moral. Et ça, c'est à travers l'éducation morale qu'on y arrive, entre autres. J'ai l'impression qu'il y a un aspect sociologique important à ce niveau-là, parce que je vais quand même tenter de défendre la position que c'est un moyen utile pour faire le développement moral. J'ai l'impression que les situations qui peuvent nous permettre de développer notre jugement moral sont des situations où on peut aussi le détériorer. Oh, c'est bon. Il faut qu'il y ait la possibilité d'améliorer ou de détériorer. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'en mettant trop l'accent sur le fait de vouloir gagner en société, d'être le numéro 1, d'être le meilleur, de dépasser l'autre, mais si ces valeurs-là étaient moins fortes, probablement qu'il y aurait moins d'effets négatifs. Et s'il y avait plus de réflexion critique, que le sport ne serait pas simplement un outil de classement ou pour montrer sa supériorité, probablement que là, ça pourrait développer l'aspect moral. Tout à fait. En fait, tu as tout à fait raison. Tu as vu très clair ici. Ça m'amène à pointer la troisième grande conclusion qu'on peut tirer des recherches scientifiques sur le domaine de l'éducation morale en EPS. C'est que l'EPS, le sport en général, ça peut fournir des contextes favorables au développement moral. Ça peut le faire. Ça ne le fait pas nécessairement. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'on peut à la fois se développer sur le plan moral comme on peut faire exactement l'inverse. Ça peut nuire au développement moral. Ça dépend comment le sport est organisé. D'où l'importance d'offrir une éducation morale en sport qui est planifiée, qui est basée sur des théories morales éprouvées pour offrir un environnement favorable au développement moral pour les jeunes sportifs et les jeunes sportives. Donc, moi, je vous propose d'aller dans cette voie-là. Maintenant qu'on sait que le sport ne favorise pas de lui-même le développement moral, mais peut quand même être un bon contexte pour favoriser le développement moral, parce qu'il y a des recherches qui ont été faites en appliquant des programmes d'éducation morale, puis ça a fonctionné. Mais maintenant, il faut creuser un peu plus, savoir comment on ferait ça, quelle approche on pourrait utiliser. Moi, je vous propose qu'on se penche sur une approche en particulier. C'est celle avec laquelle je suis le plus familier. C'est elle qu'on utilise, on a développé ici même à l'Université Laval. Donc, on ne regardera pas tout ce qui se fait. Puis tout ce qui se fait, c'est pas si bon que ça, des fois. On les critiquera au bon moment. Mais c'est à l'Université Laval que les meilleures choses se font. Oui, bien là. Bon, mais vous allez voir, c'est très pertinent. Puis j'espère vous convaincre à la fin de la pertinence de cette approche-là en particulier, mais de l'éducation morale en EPS en général également. Donc l'approche dont je vais vous parler, c'est l'approche par l'esprit sportif. On utilise l'esprit sportif comme un moyen de favoriser le développement moral en sport. Pour connaître cette approche-là, il faut d'abord se doter d'une conception du sport. Et dans cette définition-là, on va voir qu'on va pouvoir faire ressortir l'esprit sportif. On va définir ensemble l'esprit sportif, puis on va voir comment on pourrait utiliser ce concept-là pour favoriser le développement moral, puis quelle approche utiliser par la suite. Comme on est en philo, il va falloir définir aussi l'esprit. Oui! Est-ce que c'est une perspective hegelienne ou... Non, pas du tout. Ok, tant mieux. On est chanceux. Les gens vont pouvoir nous comprendre. Donc, allons-y avec le sport. Il y a plusieurs définitions du sport.
C'est très difficile à définir le sport. C'est pas quelque chose qu'on observe, c'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène humain qui est, on pourrait dire, en constante évolution. Donc, il y a plusieurs définitions du sport. Je vous propose une définition qui est très intéressante, qui a été développée par Donald Guy, qui est un historien du sport québécois, qui a travaillé à l'Université de Trois-Rivières. Il a défini le sport à partir d'une analyse historique sur plus d'une centaine d'années de documents historiques pour faire ressortir les caractéristiques essentielles du sport. Donc pour lui, le sport, c'est une activité physique compétitive et amusante, pratiquée en vue d'un enjeu selon des règles écrites et un esprit particulier, l'esprit sportif, fait d'équité, de désir de vaincre et de loyauté. Ça fait beaucoup. On va déballer tout ça ensemble. Donc, commençons par les premiers concepts. Donc, le sport, c'est une activité physique. Ça va de soi. Je pense que tout le monde le classerait dans cette catégorie-là. Même avec les nouveaux développements, là, le jeu vidéo, par exemple. Oui, les e-sports. Je sais pas si c'est ça. S'il s'appelle des e-sports, ça doit être des sports. Ça le dit dans le nom. Ça, c'est objet de débat. Et là, je ne voudrais pas digresser trop longtemps. C'est une très bonne question. Puis ça vaut la peine de se poser ce genre de questions-là. Puis c'est des bonnes questions. Qu'est-ce qu'un sport? Qu'est-ce qui n'est pas un sport? Parce qu'il faut trancher. Puis c'est pas juste un passe-temps de philosophe, là, trancher sur ce concept-là. Ça a des implications pratiques importantes. Par exemple, au ministère de l'Éducation, eux, ils octroient des fonds pour des sports-études. Il y a des sommes qui sont allouées à des écoles. À ce moment-là, c'est important de savoir qu'est-ce qu'un sport et qu'est-ce qui n'est pas un sport. Pour pas qu'il y ait des activités qui ne sont pas des sports qui viennent chercher des fonds pour les sports. Donc, c'est des questions importantes avec des implications pratiques et des implications philosophiques très intéressantes également. Donc, activité physique, on le sait, on fait du sport avec notre corps. À quel point de l'activité physique, avec les e-sports, on se demande. Moi, je vous dirais très simplement que l'activité physique est prépondérante dans le sport. Alors que dans d'autres types de jeux compétitifs, d'ailleurs, comme par exemple les échecs, qui ne seraient pas un sport, l'activité est surtout intellectuelle. Les sports, c'est des activités où le déterminant de l'activité, c'est le corps et comment on l'utilise. Lancer au dard, c'est pas seulement une activité intellectuelle. Il y a de l'intellect qui est impliqué, ça c'est sûr. C'est impossible de juste mouvoir son corps sans intellect. Mais c'est pas le déterminant, l'intellect. Ici, c'est vraiment le corps, comment le corps va performer. Donc, c'est une activité physique. Ça va de soi. Elle est compétitive. Ça aussi, ça revient constamment. C'est 2 ou plusieurs parties qui tentent de gagner, de remporter la victoire en se mesurant l'un à l'autre en vue de performer le mieux et donc de gagner. Et donc là, quand tu t'entraînes puis que tu n'es pas en compétition nécessairement, mais par exemple, tu as un tournoi de soccer et là, tu fais une pratique où on fait comme un match amical avec les mêmes membres de l'équipe. Ça, est-ce que c'est une compétition ou ça rentre pas vraiment dans la compétition? Ben, selon la définition, ça ne serait pas la pratique d'un sport. Donc, je pratique au soccer du lundi au vendredi et je joue contre une autre équipe la fin de semaine. Mais là, la compétition serait du sport. Mais tout ce qui vient avant, c'est de la préparation en vue du sport. C'est pas du sport. Là, je sais que ça peut choquer certains, mais si on se fie à la définition, ce ne serait pas du sport parce qu'on ne compétitionne pas contre autrui. On se prépare à la compétition contre autrui. Je ne veux pas trop digresser, mais j'ai l'impression que moi, il y a une composante du sport que j'ai toujours adorée, c'est justement le fait, j'ai l'impression d'être toujours en compétition contre moi-même. Alors c'est sûr que je ne suis pas autrui, encore que là, en philosophie, on peut s'amuser, mais je veux dire, mais cette composante du dépassement de soi, etc., je trouve que pour moi, c'est essentiel. Tu fais bien de mentionner. La compétition, c'est quoi les critères nécessaires et suffisants pour pouvoir dire que ceci est de la compétition, ceci n'est pas de la compétition? Ça, c'est aussi objet à débat. Moi, je m'appuie sur des définitions standards de compétition où une compétition, c'est minimalement en 2 ou plusieurs parties qui visent un enjeu et l'enjeu peut seulement être obtenu par une des personnes et pas l'ensemble des personnes. Donc, on ne pourrait pas compétitionner contre soi-même parce qu'on n'est pas un autre. On ne pourrait pas compétitionner contre la montagne lorsqu'on fait de l'alpinisme parce que la montagne, elle n'est pas impliquée dans une compétition. Elle ne vise pas un enjeu, elle ne vise pas à gagner, elle ne vise rien du tout. Et la compétition contre soi, il n'y aurait pas un autre qui est capable de remporter. On est soi-même. Et là, comme tu dis, ça serait intéressant d'un point de vue philosophique de voir à quel point je est un autre. Mais bon, on pourrait soulever la question ici. Bon, c'est une activité physique compétitive qui est amusante, selon Donald Guy. Ce critère-là peut être contesté. La raison, c'est que c'est pas nécessairement amusant, le sport. Pas nécessairement. Moi, quand je regarde des pros faire du sport, des fois, ils s'amusent, mais des fois, j'ai pas l'impression qu'ils s'amusent tant que ça. Puis c'est un travail. Ça ressemble plus à un travail. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette activité physique compétitive-là, en vue d'un enjeu, elle est réalisée dans le but général de s'amuser, de se divertir. C'est pas une guerre. Et là, c'est là qu'on revient
au niveau de la compétition, du conflit. On pourrait comparer le sport et la guerre et dire que la fin de la guerre, c'est pas l'amusement. Mais la fin du sport serait l'amusement. D'ailleurs, le mot sport vient de l'ancien français desport, qui signifie divertissement. Ensuite, il a été transféré en anglais, il est devenu sport. Puis là, on a le sport en français et en anglais qu'on a aujourd'hui. Donc, à la base, d'un point de vue étymologique, le sport, c'est d'abord un divertissement. Donc, on a vu les critères ensemble. Activité physique compétitive, amusante, réalisée en vue d'un enjeu. Moi, je ne suis pas Donald Gay. Pour moi, toute compétition a nécessairement un enjeu. Donc, c'est un peu une redite de dire qu'on vise un enjeu, mais c'est bien de le souligner quand même. L'enjeu, il y a des prétentions rivales sur un objectif que seulement une des parties peut obtenir à travers la compétition. L'enjeu, minimalement, c'est la victoire, mais ça peut être du prestige, de l'argent, ce genre de choses. Il y a des règles de conduite maintenant, en sport également. Ça aussi, c'est un peu une redite. Toute compétition, nécessairement, a au moins une ou des règles. Sinon, c'est impossible de tenir une compétition de quoi que ce soit. Mais on sait très bien, le sport a des règles. Plusieurs règles qui viennent encadrer les participants. En fait, un peu comme un cadre. Et on dit à l'intérieur de ce cadre-là, on dit aux sportifs, fais du mieux que tu peux contre l'autre pour gagner. Mais tu n'as pas le droit de mettre un pied en dehors du cadre. Et là, à ce moment-là, si tu mets un pied en dehors du cadre, tu ne fais plus ce sport-là. Parce que le sport est défini par ses règles constitutives. Les règles des sports, c'est les règles qui constituent ce qu'est le sport. Si on enlève les règles, il n'y a plus le sport. Vous comprenez? Aussitôt qu'on transgresse une règle. Et c'est pour ça qu'il y a justement des pénalités, ce genre de choses, pour faire rentrer le participant ou l'équipe à l'intérieur du cadre réglementaire, pour les contraindre à revenir, à jouer au sport selon le cadre réglementaire. Bon, tout ça est beau, on a vu plusieurs critères. À la fin de la définition, activité physique, compétitive, amusante, réalisée en vue d'un enjeu, selon certaines règles écrites, tout à fait, mais pas seulement des règles écrites. Et ça, c'est vraiment l'apport intéressant de Donald Gay ici. C'est d'avoir mis le doigt sur l'esprit du sport, l'esprit sportif. C'est quoi les valeurs ou l'éthique du sport, si on veut le dire autrement? Et pour Donald Gay, dit grossièrement, puis on va revenir là-dessus dans un instant, l'esprit sportif, ça comprend des valeurs qui guident les attitudes et les conduites des sportifs. J'aimerais souligner le fait que pour Donald Gay, le sport, c'est un système. Okay? C'est un tout qui s'organise à partir des interrelations entre ces dimensions constitutives. Donc, l'ensemble des dimensions que j'ai nommées tout à l'heure, activité physique, amusement, compétition, esprit sportif, enjeux, règles, tout ça, c'est un tout qui s'organise de par les interrelations entre ces dimensions. Et on sait tout système, aussitôt qu'on vient perturber le système ne fonctionne plus, ou moins bien. Aussitôt qu'on enlève une composante ou on joue avec cette composante-là, on n'a plus tout à fait la chose qui est nommée par le système. Par exemple, on enlève n'importe quelle des composantes ici. Je ne sais pas, allons-y avec la compétition. Si on prend un sport, on enlève la compétition, on ne fait plus du sport, on fait autre chose. Si on prend un sport puis on enlève l'activité physique, par exemple, on parle juste de soccer, on ne fait pas du sport. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un tout, c'est un système, le sport. Donc, chacun des aspects est important. Et ça, il faut mettre l'accent là-dessus parce que l'esprit sportif fait partie du système du sport nécessairement et doit être présent dans sa forme authentique. Vous, messieurs, vous avez déjà entendu parler d'esprit sportif. Tout le monde en a entendu parler à certains moments. C'est un concept un peu vague. À la fois, on sait c'est quoi, mais on ne sait pas tout à fait c'est quoi. Par exemple, si je vous demandais de me dire c'est quoi pour vous l'esprit sportif, qu'est-ce que vous me diriez? C'est vouloir bien suivre les règles pour tenter de ne pas tricher, entre autres. D'être respectueux de l'adversaire dans la situation de jeu, par exemple. Ce serait peut-être deux éléments que je nommerais. Oui, je nommerais aussi le respect, puis peut-être une certaine intégrité aussi. Comme, je pense que ça revient pas mal à ce que tu dis. Je suis d'accord. Donc, vous avez dit, respect des règles, respect de l'adversaire, intégrité, comment vous le définiriez, intégrité? Par rapport aux règles, justement, Okay. et même par rapport à l'adversaire. Je pense que quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu respectes ton adversaire d'une certaine manière, puis ça contribue à avoir un bel événement sportif. Okay. L'esprit sportif contribuerait à rendre le sport attrayant, à fonctionner correctement. S'il n'y avait aucun esprit sportif, peut-être qu'on ne pourrait pas faire du sport, ça ne serait pas attirant de faire du sport. Moi, en fait, et c'est pour ça que je notais une question là, parce que quand tu dis que c'est nécessaire, et j'ai hâte d'entendre ta définition de l'esprit sportif, parce que malheureusement, je trouve que c'est pas nécessaire, et je trouve qu'il y a beaucoup de sports où il manque de l'esprit sportif. Je suis un fanatique absolu de rugby. Je sais pas si tu écoutes ça un peu. Tu sais, quand tu vois par exemple l'équipe de Nouvelle-Zélande qui joue, là, c'est des guerriers. Tu vois qu'il n'y a pas une question d'argent, ils se battent. Vraiment, il y a une belle analogie aussi avec la guerre dont on a parlé, tout ça, mais je trouve que pour moi, ça, c'est l'esprit sportif.
donner le meilleur de soi, mais je trouve que souvent dans les compétitions sportives, on essaie de gagner et que cette composante-là de vaincre, et peut-être par rapport à l'enjeu justement, là, est plus forte que l'esprit sportif souvent. Ben, en fait, je rajouterais avec ce que Romain vient de dire, les 6 aspects que tu as nommés tout à l'heure, Ouais. ben, j'ai l'impression que l'esprit sportif, c'est démontrer que tu as bien intégré ces 6 aspects-là et que ça vient des joueurs eux-mêmes et des joueuses elles-mêmes. J'ai l'impression que, tantôt on disait, il y a des règles, il y a un aspect compétitif, ben, on dirait qu'il faut qu'il y ait une vraie compétition puis qu'ils viennent de l'intérieur des joueurs, que ce soit pas simplement ce qui vient de l'extérieur qui les pousse. Comme l'argent, par exemple. Ouais, comme Il faut qu'il y l'argent. ait un véritable désir de gagner, pas juste motivé par faire ma job puis avoir mon chèque par la Oui, poste. exactement. Mais j'ai l'impression que les 6 aspects que tu nommais tout à l'heure, quand ces 6 aspects-là sont présents, intégrés chez les individus, ben, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on pourrait dire que c'est l'esprit sportif. C'est le respect des règles, le respect de l'autre, mais aussi le désir de vaincre, comme disait Romain. L'aspect physique là, qui donne physiquement le maximum, je pense que Romain l'avait nommé aussi. Ouais. Donc ça revient à peu près à ce que tu as nommé tout à l'heure. Mais tout à l'heure, tu mettais le doigt sur le désir de vaincre, mais qui va trop loin, hein, qu'on pourrait renommer désir de vaincre à tout prix. Puis toi, tu disais, ben, à ce moment-là, le désir de vaincre à tout prix, lui, il nous empêche d'avoir un véritable sport. C'est ça que tu disais un peu. On dirait qu'il y a peut-être c'est justement l'enjeu, comme on dit par exemple la paye ou gagner une compétition, etc. On dirait que là, on dirait que ça peut entrer en conflit avec cet esprit sportif dont on parle, j'ai l'impression. Puis le vrai sport, disons. Ce que moi, je considère du vrai sport. Ben écoutez, messieurs, puis je pense que les personnes qui vont écouter le podcast vont avoir répondu un peu la même chose que vous. C'est notre conception un peu populaire de l'esprit sportif, hein, le respect des règles, le respect de l'autre, donner le meilleur de soi. Moi, je crois que c'est tout à fait, ça rentre dans l'esprit sportif. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est pas autre chose. Ça rentre dans l'esprit sportif. Mais parfois, moi, je trouve que c'est une vision un peu minimaliste de l'esprit sportif. Ça fait partie de l'esprit sportif, mais est-ce qu'on s'arrête à juste désirer vaincre puis donner la main de l'adversaire après la partie puis pas remettre en question les décisions de l'arbitre? C'est-tu juste ça de l'esprit sportif? Moi, je crois qu'on peut aller plus loin. On peut pousser le concept d'esprit sportif, puis on peut s'obliger à plus en tant que sportif. Voire, pas on peut s'obliger à plus, mais on doit s'obliger à plus pour faire du vrai sport. Là, lorsqu'on parle d'esprit sportif, comme vous en avez parlé tout à l'heure, là, le problème, c'est, puis ça, on voit ça dans les écoles, on voit ça partout dans des chartes de l'esprit sportif, avec les 10 commandements, si on veut, de l'esprit sportif, puis ça nous dit de quoi faire. Mais jamais on prend le temps de nous dire pourquoi. Pourquoi il y a ces règles-là? C'est quoi l'esprit sportif? On liste des choses, mais on ne prend pas le temps de définir. C'est fondé sur quoi, ça? Jamais. Puis moi, en tant que personne qui me passionne dans ce domaine-là, mais moi, ça me chicote énormément. Puis en tant que sportif, ben moi, me faire dire quoi faire, me le faire imposer en des devoirs moraux sans m'expliquer pourquoi je devrais les suivre, mais moi, c'est quelque chose qui me chicote énormément. Donc, ça nous prendrait une définition de l'esprit sportif. Hein? Quelque chose qui vient nous expliquer qu'est-ce que c'est, essentiellement, puis qui nous permettrait peut-être d'aller plus loin dans ce qui est exigé aux sportifs et aux sportives. J'aimerais vous donner un exemple avant de poursuivre, puis d'expliquer un peu plus en détail c'est quoi l'esprit sportif. Un exemple célèbre d'esprit sportif qui a eu lieu lors des Jeux olympiques. Hein? Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous allez trouver ça facilement. Eugenio Monti, c'est un bobeur italien. Aux Jeux olympiques d'hiver de 1964 à Innsbruck. Bobard, ça veut dire bobsleigh? Exactement, okay, c'est bon. Bobsleigh. Donc, aux Jeux d'hiver de 64 à Innsbruck, Monti, lui, il fait du bob à 2 puis du bob à 4 pour l'Italie. Donc, en 64, lors de la descente du bob à 2, la première manche, il fait le meilleur temps. Mais il apprend par la suite que les bobeurs anglais, ils ont cassé leur écrou de leur engin. Donc, il leur donne le sien. Lui, il a réalisé le meilleur temps. Ça veut dire, hein, si on extrapole, que peut-être qu'il va gagner une médaille d'or ici au bob à 2 pour l'Italie. Mais savez-vous quoi? Les Anglais ont remporté le titre olympique. Ils ont fini premier, puis Monti a fini 3e au bob à 2. Mais s'il n'avait pas fait ça, il aurait fini au moins 2e, on s'entend. À ce moment-là, la presse italienne critique le geste de Monti, puis lui, il répond, hey, c'est savoureux, écoutez ça. Il répond, les Anglais n'ont pas gagné parce que je leur ai donné un écrou, ils ont gagné parce qu'ils ont effectué la course la plus rapide. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai? C'est vrai, tout à fait. Mais allons plus loin encore, parce que c'est pas la seule fois qu'il a commis un acte là, vraiment d'esprit sportif authentique, là, je dirais. Plus tard, un peu en bob à 4 maintenant, ben, les Canadiens ont un problème avec leur engin, encore une fois. Puis le Monti va les aider pour réparer l'engin. Les Canadiens, ensuite, remportent la course, premier.
Et les Italiens, avec Monty, finissent 3e encore une fois. Et là, c'est peut-être l'écrou, là. ouais. et là, finalement, pour lui, c'était ce qu'il devait faire parce que lui, si on essaie de voir comment il pense la chose, il voulait se mesurer aux meilleurs. Il était aux Jeux olympiques. Tu es devant les meilleurs. Tu ne peux pas gagner parce que les meilleurs n'ont pas été présents pour faire la course. Donc lui, il voulait se confronter aux meilleurs. Il désirait gagner, oui, mais contre les meilleurs dans l'équité. Il y a des exemples plus récents aussi. En 88 à Séoul, il y a le skipper qui est à la voile, Laurence Lemieux, c'est un Canadien. Là, il fait une compétition de voile lors des Olympiques et je crois qu'il est 3e à un certain moment dans la course. Et là, il entend sur le CB, la radio, que. Puis là, c'était mouvementé. Il y avait une tempête ou du vent ou bon. C'était pas des eaux faciles. Et là, il y a l'équipe de Singapour qui aurait chaviré. Il a entendu ça sur le CB. Lui, il est 3e à ce moment-là. Et lui, il retourne de bord pour aller leur prêter secours. Et il s'assure qu'ils sont corrects, que l'équipe de sauvetage vient les voir et tout ça. Une fois que c'est fait, il retourne dans la course pour finir. Et là, je ne sais plus quelle position il a terminé, mais il n'a pas gagné. Mais il était en belle position pour avoir une médaille. Là, on va bien au-delà de ce qu'on a nommé tout à l'heure, parce que là, en fait, on n'est même plus en sport. On arrête le sport pour prendre soin d'un problème moral qui outrepasse le sport. C'est la vie ou la santé, sécurité des personnes. Et une fois que ça c'est réglé, on revient en sport, puis on termine le sport. Là, c'est autre chose. Mais il y a aussi ce genre d'événement-là. Si tantôt on parlait d'esprit sportif dans sa forme authentique, là on pourrait dire que c'est un esprit sportif dans sa forme transcendante, qui transcende le sport. Puis même là, d'un point de vue conceptuel, c'est erroné de dire ça comme ça. C'est même plus de l'esprit sportif à ce moment-là. C'est autre chose. C'est un agir moral régulier. Ça n'a plus rapport avec le sport, parce qu'on sort du sport. Je me demandais si justement à ce moment-là, tu nous as donné un exemple parfait de justification de ça, parce que probablement que pour le bien du sport, s'il y avait eu un encadrement plus efficace, peut-être que celui qui a fait demi-tour, au lieu d'avoir à faire demi-tour, il n'y aurait pas de problème, parce qu'on sait qu'ils sont suivis en tout temps par des équipes de sauvetage, etc. Donc là, le sport serait plus axé sur le sport, quand on aurait vraiment l'essence du sport. On n'aurait pas besoin de transcender le sport pour... Oui, effectivement, ça enlève des opportunités d'agir moral. D'agir moralement, c'est tout à fait. Parce que si on est sûr qu'on est en train de performer dans une compétition d'envergure où tout est géré, puis il y a 3 fois plus de bateaux de sauvetage que de bateaux qui prennent part vraiment à la compétition et tout ça, bien on peut aisément, puis je suis même pas sûr si le terme s'applique, mais se déresponsabiliser de l'obligation d'aller porter secours parce qu'il y en a d'autres qui vont le faire, puis c'est leur tâche. Puis eux sont payés pour le faire, puis sont formés pour le faire, et ainsi de suite. Je pense pas que le terme de responsabiliser, c'est le bon terme ici. Je sais pas comment nommer ça, mais en fait, on n'a pas l'opportunité d'agir d'un point de vue moral. En tout cas, où il est moins présent. Il est moins présent. Laurence Lemieux le fait pareil, même si c'est pas mal sûr, en 88, il y avait des bateaux de sauvetage et tout ça, c'est sûr. Mais il le fait pareil. Mais peut-être que d'autres, il y en avait d'autres, puis il est le seul qui est retourné en arrière. Les autres se sont peut-être dit, sans être méchants, mais juste... Ben là, c'est une compétition, on est aux Olympiques, puis il y a des bateaux qui sont là pour porter secours, donc ça va bien aller. Non, on n'a pas besoin de le faire. Puis c'est pas mauvais d'un point de vue moral de penser comme ça. Je pense que c'est quand même assez raisonnable, mais quand même, on enlève des opportunités ici. Si maintenant on se replace, on n'est plus dans le sport professionnel, les Olympiques, mais on se replace dans le sport organisé de tous les jours avec les jeunes, en éducation physique et tout ça, ben nous, il faut offrir des opportunités à l'agir moral aux jeunes. Il faut qu'ils soient capables d'un agir moral. Qui dit agir moral dit être capable du bien comme du mal. Mais il faut qu'ils soient placés dans une situation où ils doivent prendre une décision d'ordre moral. Si on est toujours là pour s'assurer que tout est respecté puis que tout va bien aller et ainsi de suite, on empêche aux jeunes d'être placés dans une situation problématique sur le plan moral puis de prendre des décisions morales. Parce qu'on veut tellement s'assurer que tout aille bien. Un exemple rapide de ça, imaginez par exemple qu'on prend des étudiants universitaires puis on leur demande dans le cadre d'un cours de venir porter $1, un simple dollar pour payer pour un paquet de feuilles ou une carte qu'on leur a remis ou quelque chose du genre. Moi, je pourrais prendre ma liste puis cocher à chaque fois que quelqu'un vient me porter $1, puis là, j'ai quand même 100 quelques étudiants, c'est beaucoup d'argent, puis sinon, ça sort de mes poches, moi, l'impression. Je pourrais m'assurer, mais si je fais ça, il n'y a pas d'agir moral possible. Parce qu'ils vont venir me le porter, puis s'ils ne viennent pas me le porter, ben moi, je vais aller les voir, puis leur demander l'argent, puis il n'y a pas une décision morale, il n'y a pas un agir moral ici.
Tu n'as pas le choix vraiment. Mais si je prends pas de notes, puis je mets juste un pot à l'avant, puis je leur dis, venez me porter $1 dans les prochains cours pour payer pour telle chose. Mais là, c'est la responsabilité morale de chacun. Chacun doit se sonder intérieurement. Il n'y a personne pour vérifier. Il n'y a personne d'autre qui le sait, à part chaque personne elle-même. Puis, il y a des échecs. Il peut y avoir des échecs. Est-ce que sur 100 personnes, on peut supposer que j'aurais $100? Je pense pas. Mais, comme éducateur, comme éducatrice, on peut faire un retour sur une activité du genre, montrer le décalage, par exemple, entre le montant reçu puis le montant que j'aurais dû recevoir. Et là, utiliser ça pour faire un retour. Et là, on parle de sentiments moraux, agréables pour ceux qui ont vraiment donné l'argent, désagréables pour les autres. L'échec fait partie de l'apprentissage moral, l'échec moral. Moi, je trouve que c'est tout à fait pertinent, important. On ne fait pas un pas de recul quand on fait un échec moral. On fait un pas vers l'avant, mais ça, c'est la job de l'éducateur et l'éducatrice de manier adéquatement son retour pour que ça soit profitable sur le plan moral, ce genre d'exercice-là, même quand il y a un échec moral de la part de la personne. Parce que ça peut l'être, mais ça prend beaucoup de doigté pour le faire. J'ai l'impression quand tu nous disais qu'il faut aller plus loin avec l'esprit sportif, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une analogie avec le législatif et le moral. J'ai l'impression que nous, ce qu'on disait d'esprit sportif, c'était le législatif. C'était ce qu'on nous demande, on le fait. Mais la moralité, c'est pas juste ce qu'on nous demande de faire, c'est quand on va plus loin. Et lui, il a suivi toutes les règles, il n'arrivait pas à donner l'écrou, mais il est allé plus loin pour amener de la justice. Donc, j'ai l'impression que où tu veux en venir avec l'esprit sportif, c'est pas juste suivre les règles, c'est pas juste faire ce qui nous est demandé, c'est de faire le pas de plus, et c'est ça la moralité. Et l'esprit sportif, c'est un acte moral d'une certaine façon qu'on fait. Oui, c'est penser par soi-même, parce que s'il avait suivi les règles du mouvement olympique, il n'aurait jamais été obligé de donner son écrou. C'est jamais mentionné, vous devez aider votre prochain lors d'une compétition. Non, pas du tout. Il s'est dit, moi, je veux compétitionner contre les meilleurs. Les meilleurs, ils ont un écrou de brisé. Je trouve que ça serait plate qu'ils ne puissent pas compétitionner. Puis moi, si je gagne ça, ça n'a pas la même valeur. Donc, je trouve que c'est un exemple célèbre d'esprit sportif, authentique. Donc là, je vous propose de revenir à la définition du sport de Donaghy, parce que lui nous offrait une définition de l'esprit sportif. En tant que, en gros, je vous avais dit, c'est l'éthique du sport, les valeurs qui guident les pratiques des participants. La définition de l'esprit sportif pour Donaghy, c'est la suivante. C'est une mentalité particulière, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui orientent et guident les attitudes et comportements des sportives et sportifs. Ça donne sens, cohérence et valeur au sport. En fait, l'esprit sportif, l'éthique du sport, c'est le fondement même du sport. Vous allez voir à quel point c'est fondationnel comme élément. Et non, c'est pas juste quelque chose qu'on rajoute après si ça adonne. Ça fait partie intégrante du sport. Et le sport est un système. Si l'esprit sportif n'est pas présent ou défaillant, à ce moment-là, on a un sport qui est défaillant. Peut-être qu'on appelle ça encore du sport. Tu disais, des fois, on voit du sport sans esprit sportif. Moi, j'irais jusqu'à dire, est-ce encore vraiment du sport? Donc, l'esprit sportif, si je veux le résumer en une phrase qui est éloquente, c'est la volonté chez les compétiteurs de vaincre, mais de vaincre loyalement un adversaire de calibre. Et là, ici, on a l'essence, résumée en une phrase, de c'est quoi l'esprit sportif pour Donaghy. Il y a 3 valeurs qui fondent cette éthique-là, et elles ont été nommées dans la phrase précédente. C'est l'équité, le désir de vaincre et la loyauté. Je vous propose de les passer une par une pour qu'on les comprenne bien, séparément, et ensuite voir comment elles fonctionnent ensemble. Quand on parle d'équité, on parle d'égalité des chances, on parle d'égalité des forces, on parle d'équiprobabilité de vaincre. C'est à peu près égal la probabilité de vaincre de chacun des participants si l'équité n'est pas présente. Le sport veut une rencontre entre des compétiteurs de force égale. Ça fait partie du sport. Sinon, ça n'a aucun sens. Pourquoi moi, disons, si je voulais jouer au soccer dans une ligue senior, ici au PEPS, je jouerais contre une équipe, je ne sais pas, de soccer de l'Université Laval. Ceux qui jouent vraiment au niveau universitaire. Ça n'a aucun sens. Je vais jouer contre eux, mais je vais toujours perdre. C'est plate à mort. Puis ça va être aussi plate pour les autres qui gagnent toujours. C'est pas ça le vrai sport. Le sport, ça requiert équité. Je trouve vraiment très intéressant le point que tu amènes, notamment parce qu'on parle quand même assez théoriquement depuis tout à l'heure, mais tu donnes des exemples concrets. Puis ça, c'est de toute évidence. En plus, tu parles de soccer. Puis j'ai le Real Madrid en tête. On dirait que, ils ont tellement d'argent à injecter. Tout ça, ils ont des joueurs superstars. Toute leur équipe, même leurs remplaçants, c'est juste des superstars. Donc, on dirait que pourtant, il y a un engouement populaire. Moi, personnellement, c'est quelque chose que, justement, je trouve que ça manque complètement d'équité. De toute évidence, tu considères que c'est pas du sport.
Et pourtant, c'est ça, il y a non seulement un engouement populaire, on dirait que les gens sont « Waouh, le Real va jouer », puis on veut les voir jouer, même si on sait qu'ils vont gagner, parce que c'est un peu truqué, là, surtout contre des équipes de leur même division, mais qui sont dernières du classement. Là, il n'y a pas de chance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'amateur de sport? Puis... Oui, tu dis, pour moi, c'est pas du sport. Là je veux... peut-être qu'il y a une zone grise, hein, puis là, bon, même si tout n'est pas respecté parfaitement, c'est peut-être encore du sport. Hein. Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais, on peut se poser la question. Est-ce que c'est encore du vrai sport? Pour le sport en soi, indépendamment des intérêts commerciaux ou économiques, on veut un sport qui est équitable. On veut créer cette incertitude-là. Et parfois, on va devoir traiter les compétiteurs de manière différente pour assurer cette égalité des chances-là. On va y venir dans un instant. Mais ce qui est fait de manière conventionnelle, avant de parler d'égalité des chances, on va instaurer différents systèmes pour équilibrer la chose. Donc, par exemple, des systèmes de repêchage, où la dernière équipe au classement va repêcher en premier. Bien, ça, c'est un système pour assurer l'équité. On a aussi des catégories sportives. On a du benjamin, cadet, juvénile, et ainsi de suite. Pour regrouper les gens qui sont à peu près de même niveau, puis les équipes à peu près de même niveau, pour qu'ils puissent compétitionner entre eux. Ensuite, on a aussi plein de différents critères pour regrouper les gens, pour s'assurer qu'ils sont à peu près de force égale. C'est sûr que le meilleur critère, ça serait l'habileté dans ce sport-là, mais parfois c'est difficile à évaluer, hein, l'habileté d'une personne dans un sport ou l'habileté d'une équipe en général. Donc on va prendre différents critères pour nous aider à contourner cette difficulté-là, comme par exemple dans les sports de combat, on a le poids. On va regrouper les gens par poids. On a l'âge. On peut prendre l'âge chronologique ou l'âge physiologique. Des fois, on fait ça avec les enfants. Il faut les regrouper pas nécessairement par catégorie d'âge, disons tous les 14 ans ensemble, mais tous les gens qui ont eu leur poussée de croissance ensemble. Ça se fait de plus en plus aussi quand on approche les âges de l'adolescence. On peut utiliser des critères comme le sexe aussi, hein, qu'on fait constamment, ou les performances des concurrents pour faire des catégories. Mais là, maintenant, on peut remettre ça en question aussi. Par exemple, un critère comme le sexe, on veut regrouper des gens. Hein, l'idée de base, rappelez-vous, c'est de regrouper des gens de niveau égal pour qu'il y ait des chances égales de gagner. Mais là, on prend une autre variable, un autre critère qu'on juge que, en gros, ça nous permet de mettre des gens de même niveau. Mais c'est pas toujours vrai. Ça amène plein de problèmes. Mais on tente d'assurer une équité par divers moyens, divers systèmes. Ensuite, toujours concernant l'équité, il y a différents sports qui utilisent des formules d'handicap. Au départ, le système d'handicap a été utilisé autour du 17e, 18e siècle pour les courses de chevaux. Les gens ont des chevaux différents. Et à ce moment-là, ils voulaient savoir pas qui a le meilleur cheval, mais qui est capable de mieux contrôler son cheval pendant la course et tout ça. Et donc là, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils s'handicapaient. Hein, ils prenaient des poids puis les mettaient dans leur poche là, de cheval là, sur le côté. Et ils alourdissaient leur cheval si leur cheval était trop performant pour permettre une compétition qui était équitable. Donc l'équité est importante parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Hein? C'est Corneille qui l'a dit. Quand on gagne une compétition qui est inéquitable, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de valeur à la victoire. Donc c'est important, pas juste pour respecter le concept d'esprit sportif et de sport, lorsque les chances ne sont pas égales, puis on gagne, la victoire, elle n'a pas la même saveur que quand la compétition est vraiment équitable. Et là, je veux mettre l'accent. J'ai parlé d'équité depuis tantôt, mais je n'ai pas parlé d'égalité. Là, peut-être que certains disaient, là, c'est pas l'équité, c'est l'égalité. C'est pourquoi tu nous parles d'équité? On veut une compétition qui est égale, les gens sont soumis aux mêmes règles, ils ont les mêmes forces, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt l'égalité, le principe ou la valeur de l'esprit sportif. Mais en fait, c'est l'équité. C'est l'équité, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien se mettre des poids sur notre cheval, faire une course qui est équitable. Mais les conditions de traitement ne sont pas égales. Et là, c'est pour ça qu'on parle d'équité. On parle d'une égalité qui n'est pas absolue entre les participants, mais c'est une égalité de rapport. Par rapport à les capacités de mon cheval, je vais ajuster en fonction du poids. Ouais, de toute façon, ça ne peut pas être de l'égalité, vu qu'on veut une compétition, on veut justement qu'il y ait une inégalité. On veut qu'il y en ait un qui gagne par rapport à l'autre, ça ne peut pas être égal. Ouais, dans ce sens-là, mais en fait, je pourrais répondre en disant, on voudrait idéalement qu'il y ait le plus d'équité possible pour que ça se rende toujours jusqu'à la dernière minute de jeu pour savoir qui va gagner. Ça serait ça l'idéal. Si on veut respecter vraiment ce qu'est le sport et l'esprit sportif, ça serait des situations parfaites comme ça. Effectivement, il n'y aura jamais d'égalité pure. Le sport ne peut pas le tolérer. Il y a des mesures, des mécanismes mis en place, des tiebreakers, des prolongations,
sais, des fois, dans certains sports, il n'y a même pas le concept de nul qui existe. C'est impossible. Et même quand le sport finit sur une nulle, tout le monde est un peu déçu. Hein? mais effectivement, parce qu'on ne sait pas qui a été meilleur cette journée-là. Donc même le concept de nul, on devrait l'abolir. On devrait trouver des mesures, c'est pas toujours possible, mais des mesures, des mécanismes pour faire en sorte que le sport puisse se conclure par l'identification d'un gagnant. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'équité et non d'égalité. Et vous allez voir pourquoi c'est important tout à l'heure, quand on va revenir dans l'éducation morale, pourquoi l'équité, c'est vraiment un concept important sur lequel on a besoin de jouer ici, là, en sport. Abordons maintenant le désir de vaincre. Donc, quand on parle de désir de vaincre, on parle d'effort, de volonté, de combativité, de confiance en soi, courage, acharnement, persévérance, ténacité, réalisation de soi, amélioration de la performance, ce genre de concept-là qui renvoie au désir de vaincre. En fait, l'activité sportive, c'est une activité essentiellement compétitive. Elle a comme but l'identification d'un gagnant. Et il faut désirer participer à la compétition pour vaincre. Et donc, le principe ou la valeur, c'est pas la victoire, mais c'est le désir de vaincre. Ça, c'est important, la distinction. Parce que si la valeur, c'était la victoire, ben, sur une course de 30 personnes, il y en aurait 29 qui ne feraient pas du sport, parce qu'ils ne seraient pas capables de gagner. Mais c'est tout à fait logique. L'important, c'est qu'il y ait désiré vaincre. D'ailleurs, oui. Est-ce que je peux te demander, en fait, en quoi est-ce que c'est pas lié directement avec l'équité, ça? Parce que, je veux dire, si quelqu'un ne désire pas vaincre, il y a quand même moins de chances qu'il gagne. Mais en fait, tu dis bien, l'équité appelle le désir de vaincre. L'un suit l'autre. Quand il y a équité, il y a souvent désir de vaincre. Parce que c'est possible que je puisse gagner. Puis la compétition m'intéresse aussi. Il y a une incertitude. Lorsqu'il n'y a pas d'équité, parce que c'est sûr que je vais gagner ou perdre, ben vous remarquerez, le désir de vaincre diminue énormément, jusqu'à complètement disparaître. Quand on voit vraiment le score, un écart important se creuser, mais on voit des équipes qui arrêtent de jouer. Mais arrêter de jouer, c'est, dit dans d'autres mots, c'est un désir de vaincre qui est insuffisant, qui est nul, qui diminue. Donc, le désir de vaincre, c'est un aspect essentiel de l'esprit sportif, puis du sport. Quand on s'engage dans cette compétition-là, la compétition sportive, il faut désirer gagner. C'est sain, ça fait partie du sport, c'est une compétition. C'est complètement insensé de faire du sport sans avoir l'objectif de gagner. À ce moment-là, on est mieux de ne pas faire du sport, puis de faire de l'entraînement, mais pas du sport. Pour faire du sport, il faut désirer vaincre. C'est pas mauvais désirer vaincre. Le problème, par contre, c'est désirer vaincre à tout prix. Lorsqu'on veut tellement vaincre qu'on oublie tout le reste. On oublie les règles, on oublie l'équité, puis on y viendra tout à l'heure, mais on oublie la loyauté également, troisième valeur de l'esprit sportif. Et certaines personnes ont mal identifié le problème, surtout dans le monde éducatif. Il y a des courants où on veut abolir, diminuer la compétition le plus possible. Ça revient un peu sur un aspect que tu discutais tout à l'heure. Hein. Finalement, le sport, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut le bien comme ça peut le mal, d'un point de vue moral. Ben, la compétition, c'est la même chose, parce que tout sport est compétitif par nature. La compétition, elle peut être très néfaste. Et elle l'est souvent, malheureusement. Mais c'est parce qu'elle est mal employée. Si elle est employée correctement, ça peut être un outil de développement moral fabuleux, incroyable. Puis on verra comment tout ça va fonctionner tout à l'heure dans l'approche par l'esprit sportif. Donc, il faut désirer vaincre. C'est une obligation morale de désirer vaincre. Sinon, on ne devrait pas participer à une compétition sportive si on ne désire pas vaincre, parce qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque. On veut gagner en sport, mais on ne veut pas juste gagner. Le désir de vaincre, c'est plus que ça. C'est un désir perpétuel, jamais satisfait, de toujours s'améliorer. C'est pas juste vaincre, parce que, imaginez-vous, une situation où on vainc tout le temps, on est vraiment le meilleur au monde. Prenons Usain Bolt. Il fait 9,58 au 100 mètres. Incroyable. Il y a tellement un gros écart avec les autres, il gagne tout le temps. Mais imaginez-vous une fin de carrière où ses temps commencent à diminuer. Il gagne toujours. L'écart était tellement grand, mais ses temps augmentent. On tombe à 9,60, 9,70. Il gagne pareil. Moi, je pense que Usain Bolt serait un peu insatisfait. Pourquoi? Parce que le désir de vaincre, c'est plus que ça. C'est le désir d'une amélioration toujours plus grande de ses capacités physiques ou sportives en général. Passons maintenant à la troisième, la loyauté. La loyauté fait référence au respect des règles, mais aussi, ça va un peu plus loin. Là, on peut entrer dans les concepts de courtoisie, respecter l'adversaire et ainsi de suite. Ça rentre dans le concept de loyauté au sens large ici. Les règles qui constituent le sport, qui le font naître, il faut respecter ce cadre réglementaire-là. On doit lutter et désirer vaincre en respectant l'esprit sportif et les règles du sport en cause. Donc, pour pratiquer un sport, il faut nécessairement connaître les règles, au moins le minimum. Et il faut les observer rigoureusement. Parce que quand on participe au sport,
un peu comme on utilise le concept de contrat social en philosophie politique. Moi, je parlerai ici du contrat sportif. Lorsqu'on entre en sport, on accepte, tacitement peut-être, de respecter les règles et de les connaître. Pourquoi je dis qu'on accepte, on signe un peu ce contrat sportif-là? C'est parce qu'on n'est pas obligé de pratiquer le sport. On peut se tenir à l'écart. Si on n'est pas d'accord avec les règles, on peut même proposer des amendements, faire changer les règles. Donc, tout ça est je dis généralement, mettons des guillemets autour de ça. Parfois, certains enfants sont poussés à faire du sport par leurs parents. Mais règle générale, on a le choix de faire du sport. Si on entre en sport, on a le devoir moral, il me semble, de respecter les règles du sport. Lorsqu'on enfreint une règle en sport, l'arbitre va nous placer en situation d'infériorité. On a tenté de se placer en situation de supériorité, d'améliorer nos chances de gagner, mais là, l'arbitre, lui, va nous faire redescendre sur terre un peu, si on veut. Le meilleur exemple de ça, c'est au hockey. C'est tellement marquant, de tenter de t'avantager, mais là, on va te retirer du jeu pendant quelques instants. Tu vas aller t'asseoir dans la petite vitrine là-bas, puis après ça, tu reviendras quand tu auras compris. C'est un peu ça qu'on dit aussi au hockey, donc c'est très flagrant, mais sinon, les pénalités ailleurs, c'est perdre des verges, perdre des essais, et ainsi de suite. Bon. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est pas tous les sports qui ont des arbitres. Prenez l'Ultimate Frisbee. Dans la culture du Ultimate Frisbee, il n'y a pas d'arbitre. On s'auto-arbitre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, on connaît les règles. J'ai pas besoin d'un autre habillé en zèbre pour me dire si j'ai enfreint une règle ou pas. Je les connais. Parfois, ça peut être un peu touché, c'est vrai, mais les autres sont là, ils peuvent m'aider. Les autres coéquipiers, les adversaires aussi. Si on joue au sport, puis on joue selon les règles, on est capable de s'auto-arbitrer. Mais ça prend une force morale pour le faire. C'est difficile quand on veut vaincre, puis qu'on sait qu'on a pilé sur la ligne, mais que là, on vient de marquer un point, on a le goût de ne pas auto-déclarer notre faute. Ça vient un peu naturellement, et là, ça prend de la force, on pourrait dire ça de manière générale, ça prend de la force morale pour prendre la bonne décision, puis déclarer notre faute. On a vu ensemble les 3 valeurs de l'esprit sportif, les 3 valeurs qui constituent ce qu'est l'esprit sportif, l'équité, le désir de vaincre, la loyauté. Ces 3 valeurs-là fonctionnent ensemble. Elles doivent être présentes en tout temps. Sinon, on a une défaillance au niveau de l'esprit sportif, puis là, on doit se re-questionner à savoir, est-ce qu'on a encore du vrai sport? Parce que le sport, il véhicule des valeurs qui placent constamment les joueurs dans des conflits moraux. Je ne sais pas si vous l'avez senti pendant que j'en discutais, mais on a plusieurs choses à concilier si on fait référence aux 3 valeurs de l'esprit sportif. Oui, on doit désirer vaincre, mais en même temps, on doit faire preuve d'équité et de loyauté. Ça, c'est difficile. Ça, c'est en soi un conflit moral. On doit le résoudre en tant que sportif. Malheureusement, le sport est organisé d'une certaine manière qui fait en sorte qu'on perd ce conflit moral-là, qui devrait être concilié par les sportifs et les sportives eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce que l'équité, c'est plus la responsabilité du participant, c'est rendu la responsabilité de l'administrateur qui va élaborer une ligue en fonction de différents niveaux, catégories, ainsi de suite, pour classer les gens par niveau. À ce moment-là, on a pu, nous, en tant que participants, s'occuper de l'équité. Quelqu'un s'occupe de ça pour nous. Ensuite, la loyauté. C'est l'arbitre. Mais exactement, la multiplication des arbitres. On n'en a plus juste un, on en a 2, 3, 4. Je vous raconte une anecdote comme ça. J'ai participé à une saison de flag football senior il y a quelques années. Puis là, il y a un coût quand même important pour jouer. Je pense que c'est 2000 $ par équipe. Je me dis, ça doit être pour louer l'espace, le terrain et tout ça. Écoutez, oui, c'est pour ça, mais c'est aussi pour payer les 2 arbitres et l'annonceur statisticien. Il y a un annonceur statisticien. Il y a un annonceur statisticien qui met les points sur le tableau indicateur. Bon, ça jusque-là, ça va. Mettre les points, compter les points, ça va. Mais là, un statisticien pour la Ligue qui met ça en ligne pour qu'on puisse avoir accès à nos statistiques. Et pas un, mais 2 arbitres sur le terrain. Et là c'est du sport senior. Là. On fait ça pour s'amuser. Là. Entre adultes. Entre adultes. Donc, qui connaissent toutes les règles. Là. Parce qu'on a tous des gens qui font du sport senior. Généralement, c'est des gens qui ont fait le sport quand ils étaient plus jeunes. Non, ça, c'est vraiment particulier. Puis on le voit à tous les niveaux. Puis ça devient important comme charge. Si on parle juste du RSEQ, on n'a pas loin de 10% du budget du RSEQ qui est alloué aux arbitres. C'est quoi le RSEQ? Le RSEQ, c'est le réseau des sports du sport étudiant du Québec. Le sport pour les jeunes, les adolescents et tout ça là, dans les écoles. Mais ça monte jusqu'au niveau universitaire également. Donc, j'ai pas les chiffres avec moi, mais je me rappelle, ça m'a surpris. C'était dans les environs de 10-12% du budget total du RSEQ, un budget annuel, qui était alloué à l'arbitrage. C'est important, c'est des fonds qu'on ne peut pas redonner directement aux jeunes. Puis là, il faut se poser la question, si les jeunes savent les règles du jeu,
pourquoi ils ne sont pas capables de s'auto-arbitrer? Donc, l'équité, c'est les administrateurs qui s'en occupent. La loyauté, c'est les arbitres qui s'en occupent. Donc là, c'est quoi la valeur qui reste? Il reste le désir de vaincre. Donc, tout ce qu'on demande maintenant aux sportifs et aux sportives, c'est de désirer vaincre. Mais là, ils ont juste une chose à poursuivre. À ce moment-là, ils la poursuivent jusqu'au bout. Ils désirent vaincre à tout prix. Ça va de soi. D'où ce que tu disais au début, que leur niveau de jugement moral est inférieur à quelqu'un qui n'a pas pratiqué parce qu'ils ont juste le désir de vaincre qui est constamment mis de l'avant, qu'ils doivent développer. Peut-être, ça serait une bonne explication du résultat scientifique que tu as mentionné au tout début. Bref, aujourd'hui, les sportifs et les sportives n'ont pas à concilier par eux-mêmes ces trois valeurs qui sont, disons-le, contradictoires. Mais ça, c'est en soi un problème moral à résoudre. C'est un problème moral important à résoudre. Avant les administrations, les arbitres et tout ça, quand je vous parlais des jockeys qui mettaient des poids sur leur cheval pour avoir une compétition équitable, c'est eux qui faisaient ça par eux-mêmes, gérer l'équité. Puis il n'y avait pas d'arbitre à ce moment-là. Mais justement, j'ai l'impression que ça m'amène à une question que je voulais te poser un peu plus tard éventuellement, mais est-ce que le sport peut être professionnel selon toi? Parce que j'ai l'impression que tous ces développements-là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu, que justement ça devient des jobs, des métiers, et non vraiment plus un simple divertissement que les participants font pour leur propre divertissement. Est-ce que justement on peut faire du sport et être professionnel? J'imagine que oui, mais je veux dire, on dirait que tous ces coûts liés à l'arbitrage, etc., ça s'est probablement développé aussi. Avec le développement du sport professionnel, il y a beaucoup d'argent qui est injecté, qui est brassé par le sport. Donc, ça justifie peut-être justement qu'on veut des arbitres pour assurer une équité, etc. Donc, est-ce que la professionnalisation du sport, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? C'est sûr que, en général, là, je ne me prononcerai pas sur est-ce que c'est un problème en général. On pourrait se poser la question, ça serait tout à fait intéressant. Mais effectivement, plus les enjeux sont grands, plus on va voir apparaître des arbitres, des gestionnaires de ligue, des reprises vidéo, ce genre de choses-là, parce que les enjeux sont immenses. Là, ça devient plus juste du sport. C'est rendu autre chose. C'est rendu un... Je ne sais pas comment je le qualifierais, mais c'est... Puis là, des fois, quand on parle de ce dont on parle depuis tantôt, ce qui est difficile, c'est qu'il faut distinguer le sport professionnel puis le sport de tous les jours avec les jeunes et tout ça, parce que c'est tellement deux mondes différents que des fois, on ne peut pas faire la translation puis faire le lien entre les deux. Il faut parler de deux choses complètement différentes. Mais c'est intéressant. J'ai un exemple pour toi, comme quoi la professionnalisation aurait amené ce genre de changement-là au niveau de l'esprit sportif. Le Ultimate Frisbee, j'en parlais tout à l'heure, c'est dans la culture du Ultimate Frisbee que les participants s'auto-arbitrent. Au niveau supérieur, surtout aux États-Unis, il y a des arbitres maintenant qui ont intégré les ligues de haut niveau, ligues professionnelles, semi-professionnelles de Ultimate Frisbee. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on voit comment le sport professionnel vient changer ce qu'est le sport finalement de cette manière-là. Une chose est sûre, on perd de ce potentiel d'éducation morale du sport lorsqu'on ne demande pas aux sportifs et aux sportives eux-mêmes de concilier ces trois valeurs contradictoires. Bien sûr, on parle de professionnels. On ne vise pas leur développement moral à travers le sport. C'est pas grave. Eux, ils font du spectacle, ils font du divertissement, c'est bien correct. Mais moi, mon propos porte surtout sur les jeunes qu'on veut éduquer, qu'on veut former, qu'on veut élever. À ce moment-là, on doit se questionner au niveau de leur éducation morale, comment leur offrir une éducation morale adéquate. Et si on est dans le domaine du sport et de l'éducation physique, on doit regarder comment on peut le faire, offrir cette éducation morale-là à travers le sport. Il faut se questionner sur le sport, puis comment il peut nous aider ici dans cette tâche-là. Mais on voit ici qu'on perd de ce potentiel-là lorsqu'on ne demande pas aux jeunes de concilier par eux-mêmes les trois valeurs. Et on croit résoudre des problèmes en disant « Non, on va mettre un arbitre, c'est lui qui va gérer la partie. » On résout un problème un peu comme quand on utilise une béquille. On ne règle pas vraiment le problème ici, là. On vient juste le pallier momentanément. Pour régler le problème, il faudrait redonner la tâche morale de concilier les trois valeurs de l'esprit sportif aux participants. C'est difficile, mais nous, notre job en tant qu'adultes, c'est les aider à le faire, à progresser. Et toute tâche morale de cette nature-là est plus difficile au départ, et plus on va la répéter, plus elle sera facile et même éventuellement agréable. Donc, c'est ce que je vous dirais. Si le sport d'hier, les participants avaient à concilier par eux-mêmes ces trois valeurs-là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Même dans les cours d'éducation physique, on voit des enseignants qui agissent en tant qu'arbitres, qui ne redonnent pas la responsabilité aux jeunes. Donc, je pense qu'on perd une opportunité intéressante à l'éducation morale ici. Et là, justement, abordons un autre point. Donc là, on a commencé, ensemble, on veut voir comment offrir une éducation morale en éducation physique et sportive.
Je vous ai parlé qu'on verrait une approche ensemble, l'approche par l'esprit sportif. Donc, on a commencé à regarder ensemble le sport et l'esprit sportif. Qu'est-ce que c'était en gros? Donc, je pense qu'on en sait assez pour l'instant. Là, on peut passer aux prochaines parties et aborder plus l'éducation morale, spécifiquement. Donc, qu'est-ce que l'éducation morale? Et l'approche par l'esprit sportif, elle est basée sur quelle approche en éducation morale, plus spécifiquement? Il y a 2 grands paradigmes en éducation morale. C'est l'approche de la formation du jugement et l'approche de la formation du caractère. L'approche de la formation du jugement, elle vise à développer le jugement, c'est développer l'intellect par la réflexion, essentiellement. Donc, c'est une approche qui est d'inspiration kantienne. Si on se réfère à l'éthique kantienne, c'est une éthique qui est assez intellectualiste. C'est des tests logiques qu'on fait passer à ce qu'on voudrait faire, notre maxime. Donc, on doit se questionner, on doit faire passer le test des impératifs. Est-ce que je peux vouloir que ce que je voudrais faire devienne une loi universelle de la nature? Est-ce que c'est possible d'un point de vue logique? Et si je réponds non, je ne peux pas faire cette action-là. Si je réponds oui, à ce moment-là, je peux le faire. Peux-tu me donner juste un petit exemple pour clarifier? Le meilleur exemple ici, je pense, le plus connu, c'est l'exemple du mensonge. Selon l'éthique déontologique kantienne, on ne pourrait jamais mentir. Pourquoi? Et ça, c'est une raison d'ordre logique pour Kant. C'est pas une raison d'ordre affective ou peu importe, ça fait du mal ou ça est lié avec les conséquences ou ça n'a rien à rapport avec ça. C'est une question d'ordre logique, rationnel uniquement. En fait, le mensonge présuppose qu'on dise la majorité du temps la vérité. Il faut qu'il puisse y avoir vérité pour qu'il y ait mensonge, nécessairement. Sinon, le mensonge ne fonctionnerait pas, parce que le mensonge fonctionne si on pense que les gens disent la vérité la plupart du temps. Or, est-ce que je pourrais vouloir que le mensonge devienne universel, que tout le monde mente tout le temps? Ben non, parce que si c'était le cas, il n'y aurait même plus de vérité. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de mensonge d'un point de vue logique. Donc, ça brise la règle logique ici. Un impératif catégorique que je dois m'imposer absolument. Donc, vous voyez un peu le genre de processus. L'important ici, c'est pas de rentrer dans vraiment les particularités de l'éthique déontologique kantienne. C'est très compliqué, c'est très bon. Mais il faut juste comprendre l'essentiel, puis l'essentiel ici pour nous, c'est que c'est en gros une approche intellectuelle. Donc, on veut former le jugement. On disait tout à l'heure, le jugement, c'est un acte de pensée par lequel on affirme, on nie quelque chose. On peut identifier différents critères du jugement. Les critères, c'est les instruments du jugement. Donc, un critère, ça peut être un principe, une valeur, une norme. Dans l'éthique kantienne, ça serait les impératifs catégoriques, ça serait mes critères d'agir. Donc, on veut offrir dans cette formation du jugement-là, qui est une approche à l'éducation morale, on veut réfléchir, une réflexion d'ordre éthique sur des dilemmes moraux, soit seuls ou avec des pairs de leur âge, et ajustés à leur niveau. On ne peut pas raisonner en adulte avec des très jeunes enfants, parce que ce n'est pas en accord avec leur niveau de raisonnement moral. Donc, on veut raisonner à peu près à leur niveau et leur aider à voir, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de stade, leur aider à voir le stade supérieur que nous, on devrait avoir atteint comme adultes, si on veut offrir une éducation morale adéquate. Et donc, on peut les guider un peu, mais ce qui marche beaucoup, c'est de réfléchir entre pairs sur des dilemmes moraux, des questions d'ordre éthique. Pour ça, d'ailleurs, la philosophie pour enfants est très intéressante parce qu'elle permet aux jeunes de penser par et pour eux-mêmes sur des questions notamment d'éthique. Par exemple, une question qui pourrait être soulevée par le cercle de réflexion pourrait être des questions aussi grandes que qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, mais ça pourrait être aussi comment on devrait agir à l'école ou avec nos frères, nos sœurs, des questions comme ça à la portée des jeunes. C'est une approche de philo pour enfants qui pourrait s'accorder très bien avec cette approche-là de la formation du jugement. Ça va un peu de pair, c'est une réflexion d'ordre éthique. Ensuite, l'autre approche importante, c'est une approche qui met l'accent sur le développement du caractère. Ici, quand on parle de caractère, c'est au sens aristotélicien du terme. On parle de vertu, de caractère. Donc, c'est le caractère au sens de trait de caractère, au sens de manière d'être, de disposition, de tendance, d'inclination. C'est quelque chose qu'on acquiert. On se transforme tout entier. Notre être au complet se transforme à travers cette formation-là. Pas seulement notre intellect. C'est une formation qui porte sur l'affectivité, les désirs et l'agir en général. Donc, on n'est plus seulement dans la réflexion. En fait, on n'est même pas prioritairement dans la réflexion. La réflexion est vraiment seconde. L'important, c'est de former l'affectivité et l'agir. Comment? Mais par l'habitude, on acquiert un trait de caractère, une manière d'être qui nous penche vers ceci plutôt que cela. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement. Des exemples vraiment niaiseux ici, par exemple, apprendre à dire merci. Mais comment on le fait? Mais c'est pas juste en disant aux jeunes, il faut que tu dises merci. Puis en montrant comment que ça, c'est une belle règle d'action d'un point de vue intellectuel. Ça n'aura pas d'impact. Il faut
apprendre à dire merci. Comment? Mais c'est par l'habitude. Et à force de le faire, au début, c'est difficile, c'est déplaisant. Mais à force de le faire, à force de répéter, ça va devenir de plus en plus facile, intégré, on pourrait dire également. Et là, ça va se faire tout seul. On va même peut-être y prendre plaisir. Et là, quand on parle d'habitude et de caractère, souvent on parle de vertus morales, des vertus du genre le courage, la générosité, ce genre de choses. Bon, sans entrer trop dans les détails de l'éthique aristotélicienne, parce qu'on n'en a pas besoin ici. Parce que c'est vraiment des approches dans la formation du jugement, la formation du caractère. C'est des approches qui sont d'inspiration kantienne et aristotélicienne, mais ce n'est pas une application directe de leur éthique respective. Donc là, on vient de voir les deux approches, la formation du jugement et la formation du caractère en éducation morale. Et là, on voit peut-être qu'il y a un conflit, en tout cas, c'est une perspective différente pour les deux, hein, c'est très, très, très différent. Et là, je serais curieux de savoir quel genre de critique on pourrait adresser à l'une et à l'autre. Hein? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Je sais pas, j'ai l'impression que premièrement, la perspective kantienne ou de la formation du jugement, le jugement doit être suffisamment avancé dans son développement pour pouvoir être utilisé comme outil. Et même lorsque l'enfant commence à développer son jugement vers l'âge de 6-7 ans, j'ai l'impression qu'à ce moment-là aussi, on ne peut pas aller jusqu'au bout et qu'il y a certaines habitudes qui doivent être prises à l'avance pour faciliter le développement du jugement par la suite. Donc, on dirait que la perspective de la formation du caractère serait avantageuse, surtout en bas âge. Mais j'ai l'impression d'avoir vu avec des gens qui avaient été obligés depuis qu'ils sont jeunes de ne pas manger du sucre, par exemple, puis que là, c'était très strict. Puis après ça n'avait pas été intégré au niveau de leur jugement personnel. Après ça, ils tombent dans le sucre plus tard parce que c'était seulement développé par le caractère. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y avait peut-être une faiblesse que la personne n'a peut-être pas intériorisée dans sa raison pour que ça soit plus fort encore. Donc, j'imagine que ce serait deux critiques que je ferais. Et puis, c'est un peu en rapport avec ce que tu disais même tantôt. Dès que tu as été dans le sport, il y avait beaucoup de règles morales qui étaient établies et tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas d'où ça sort, puis c'est un problème. Donc, moi, j'ai l'impression que quand tu apprends des habitudes, mais tu sais pas d'où ça vient, tu finis par les remettre en question ou tu les respectes pas parce que tu sais juste tout simplement pas d'où ça sort. Donc, tout à fait, c'est des critiques qu'on pourrait adresser tant à la formation du jugement qu'à la formation du caractère. En voici d'autres, pour les critiques envers la formation du jugement. Certains disent que la morale, c'est pas une connaissance, puis ça s'enseigne pas. C'est quelque chose qu'on acquiert par l'habitude. En éducation morale, il faudrait mettre l'accent sur la formation de l'affectivité, parce que savoir le bien, ça serait pas tout pour faire le bien. Il faudrait aussi prendre l'habitude, former le désir à faire le bien, pas seulement le connaître le bien. Donc la force de la volonté, ce serait le déterminant de l'agir moral. C'est ça que c'est important de développer. Puis quand on regarde au jour le jour, on demande aux gens qu'est-ce qu'on devrait faire dans telle situation. La plupart des gens sont capables d'identifier ce qui serait la meilleure chose à faire, mais ça ne veut pas dire que les gens le font, effectivement. Et donc là, effectivement, c'est une critique qu'on pourrait faire à la formation du jugement. On est capable de bien identifier le bien, mais là, il reste un grand pas à faire avant de le faire, effectivement. J'ai l'impression qu'on est moins bon qu'on pense à identifier le bien. On identifie un pas pire bien, mais identifier le bien, je suis pas certain. Moi, avec ce que j'ai lu sur l'altruisme efficace, en fait, qui dit qu'on devrait comme toujours soumettre ses actions à ce que notre intellect nous dit. Et les gens, ils se plient complètement à ça, alors que dans la moralité en général, on parle d'empathie, on parle d'avoir la sensibilité, alors que l'altruisme efficace dit non, ça sert pas à grand-chose, ça. Utilise ta raison et soumets-toi à ce que ta raison dicte. Il y aurait des biais affectifs, des biais cognitifs qu'il faudrait... Effectivement. Ce qui est bien, c'est donner de l'argent, par exemple, à la personne qui vient vendre du chocolat chez vous pour son équipe sportive. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire avec ton 20$? C'est bien, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Meilleure utilisation de ton 20$. Alors que si tu utilises ta raison, tu pourrais te rendre compte que peut-être qu'il y a d'autres endroits où tu pourrais mettre ton 20$. Effectivement, peut-être que même la formation du jugement ne nous permet même pas d'identifier correctement le bien, même si elle est intellectuelle, elle porte l'accent sur la réflexion, tout à fait. Mais aussi, si on regarde la perspective de la formation du caractère, elle nous dirait, on forme juste la raison, on ne forme pas l'affectivité, la volonté, les désirs à exécuter ce que la raison a décidé, a jugé. Et donc, cette perspective-là, elle dirait, il ne faut pas mettre l'accent sur la réflexion, il faut mettre l'accent sur l'action. À l'inverse, on pourrait critiquer la formation du caractère à partir d'une perspective de la formation du jugement. Ce serait tout à fait possible de le faire. On pourrait dire, par exemple, comme Kant nous dirait, ou comme les altruistes efficaces nous diraient, l'affect n'a rien à voir avec la morale et peut même nous tromper. Il nous dirait aussi, il ne faut pas se limiter à dresser les enfants. Prendre l'habitude, avant l'apparition de la raison, chez les jeunes enfants, on pourrait faire le parallèle entre le dressage, ça peut ressembler à ça,
ou leur dicter comment agir, qui ressemble plutôt à l'endoctrinement. Donc là, dressage, endoctrinement, pour moi, c'est des concepts complètement différents de éducation. C'est peut-être des antithèses de l'éducation, le dressage et l'endoctrinement. Or, la formation du caractère, ça peut laisser penser que ça tend vers le dressage et l'endoctrinement peut-être si on propose des vertus morales à suivre, même s'il y aurait d'autres manières d'agir moralement qui seraient aussi pertinentes. Pourquoi être courageux, pourquoi être vertueux, si finalement, ça serait mieux, peut-être selon une autre théorie morale, de tasser son affect, de tasser ses biais cognitifs, puis vraiment de se fier aux statistiques pour agir moralement finalement. C'est un peu ce que tu nous disais, Kevin, tout à l'heure. Oui, effectivement. Mais finalement, aussi, certains reprocheraient à l'approche de la formation du caractère que ce qui manque, c'est la qualité du jugement. On adopte des habitudes progressivement, surtout à l'aide des autres. Éventuellement, on peut adopter des propres habitudes par nous-mêmes, mais on n'est pas amené à réfléchir à ce qu'on devrait faire. Il manque comme cette partie-là intellectuelle. Là, c'est des critiques qui sont envoyées d'une part à l'autre. On voit que les deux approches ont des perspectives différentes, mais on verra dans un instant que ces deux approches-là ne sont pas en conflit l'une avec l'autre. Elles semblent être en conflit dans le domaine de l'éducation morale depuis quelques années, mais en fait, sont plutôt complémentaires, ces deux approches-là. Peut-être que vous l'avez senti aussi que c'était pas l'un ou l'autre, là, finalement. Peut-être la meilleure chose, c'est de prendre en considération les deux en même temps. Pour nous aider à voir ça, il faut aborder l'action morale. Il y a un modèle de l'action morale qui a été développé par un chercheur pour expliquer les processus qui sont impliqués dans toute action morale. Et des processus impliqués, il y en a 3. Et si jamais un des processus est absent ou fonctionne mal, là, on va parler d'un échec moral. Mais si chacun des processus fonctionne correctement, là, on va parler d'un succès moral, d'une action morale. Donc, les 3 processus inhérents à toute action morale, commençons par le premier, qu'on nomme la sensibilité morale. La sensibilité morale, c'est la capacité d'interpréter la situation et les possibilités d'action, ainsi que ressentir les sentiments moraux appropriés lors d'une situation morale. La sensibilité, elle a 2 volets. Un volet qui est plutôt rationnel, puis un volet plutôt affectif. Donc, d'un point de vue rationnel, la sensibilité, c'est la détection, un peu comme un instrument de science, être capable de détecter quelque chose. Puis le volet affectif, c'est plutôt la capacité de ressentir les sentiments moraux, positifs ou négatifs, appropriés lors d'une situation. Par exemple, il y a une situation d'injustice, est-ce que je vais ressentir ce sentiment d'injustice-là ou pas? Là, ça dépend de ma sensibilité morale. Ensuite, suite à la sensibilité morale, on a le jugement moral. On ressent, on sait que c'est une situation morale devant nous, un problème moral. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit juger de ce qui devrait être fait selon un certain raisonnement, à partir de critères. Et là, on identifie un idéal. Le jugement identifie un idéal. Ce serait quoi la meilleure chose à faire ici? On ne l'a pas encore fait, on l'a juste jugé de ce qui devrait être fait. Le jugement moral. Et le troisième et dernier processus, c'est la motivation morale. La motivation morale, c'est de désirer réaliser ce que le jugement a identifié préalablement. En gros, c'est ça. C'est de passer de la pensée à l'acte, si on veut. Donc, c'est avoir la motivation nécessaire pour exécuter le jugement. Donc, ça nécessite le désir, la volonté, la motivation, ça le dit dans le terme même. Et ça, ça peut être formé. La motivation morale peut être formée par l'habitude. Donc, peut-être vous me voyez venir ici. Et finalement, lorsqu'il y a une action morale, c'est parce qu'il y a eu motivation morale. Ou, dit autrement, lorsqu'on a la motivation morale nécessaire pour exécuter notre jugement, ça va mener à l'action morale. L'action morale, c'est pas un dernier processus, c'est vraiment juste l'action morale réalisée suite aux 3 processus précédents. Eh bien là, si on revient, c'est important juste pour comprendre comment les 2 formations sont complémentaires l'une et l'autre. Peut-être que vous avez reconnu que la formation de jugement, elle porte sur le 2e processus surtout, sur le jugement moral. Et la formation du caractère, elle porte sur le 3e processus, la motivation morale. Certains appellent même le 3e processus le caractère moral. Ça serait une manière de le dire aussi. Et elle tente de rendre le caractère plus fort, capable d'exécuter le jugement ici. Elle ne touche pas le premier processus aussi, la sensibilité morale, j'ai l'impression qu'elle peut y toucher. Tout à fait. En fait, les deux y touchent. Les 2 y touchent. Non, on pourrait dire que la formation du jugement porte directement sur le jugement moral, la formation du caractère porte directement sur la motivation morale, et indirectement, les 2 formations portent également sur la sensibilité morale. Pourquoi? Parce que la sensibilité morale, elle a 2 volets, un volet rationnel, un volet affectif. Donc, le volet rationnel est comblé par la formation du jugement, qui m'amène à être capable de mieux saisir des situations d'ordre moral par la réflexion, mieux les interpréter, mieux juger, vous comprenez un peu. Et ensuite, la formation du caractère m'amène à ressentir les sentiments moraux appropriés,
les deux formations ne sont pas antagonistes, sont complémentaires. Et ça, il y a une approche, une troisième approche en l'éducation morale qui a reconnu ça. Et on l'appelle l'approche intégrative. Son nom indique tout ce qu'elle est. Elle est très simple. Elle est basée sur le modèle de l'action morale, les 3 processus. Elle tente de favoriser le développement de chacun des processus. Et comment elle y arrive? C'est en proposant une éducation morale qui se veut complète, c'est-à-dire en formant le caractère et en formant le jugement. Ce qui est intéressant également avec cette approche-là, c'est qu'elle met l'accent sur l'agir, l'action, qui est vraiment intégré dans l'approche. Il faut travailler chacun des processus. On peut les travailler de manière indépendante, les 3 processus, mais il semble que ce serait intéressant de les travailler aussi de manière continue, un après l'autre, autour d'un même problème moral qui nous amène à interpréter la situation, à la juger, puis ensuite à agir. Donc ça, c'est intéressant. Une approche qui met l'accent sur l'agir. Or, nous, en éducation physique et en sport, on est constamment dans l'agir. J'ai pilé sur la ligne. Je sais que j'ai contrevenu aux règles. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire? Évidemment, c'est autodéclarer ma faute. J'ai accepté de jouer à ce jeu-là, je connais les règles, j'ai signé le contrat sportif de manière volontaire, libre. Qu'est-ce que je dois faire? M'autodéclarer. L'arbitre ne m'a pas vu, je devrais m'autodéclarer pareil. Mais là, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je passe à l'acte? Est-ce que j'accomplis mon jugement? Ça, c'est l'autre question importante. Et ça se retrouve constamment en sport, ces réflexions-là. On est constamment dans un problème moral à résoudre en sport. Donc là, ça m'amène à aborder la prochaine partie où on va mettre ensemble les 2 premières parties. On a parlé de sport et d'esprit sportif, on a parlé d'éducation morale en général et de l'approche intégrative, qui est très intéressante, qui est globale, complète. Et là, ça nous amène à parler de l'approche par l'esprit sportif. Ça, sur quoi porte, dans le fond, toute la discussion d'aujourd'hui. On y arrive. On a fait déjà un bon bout de chemin pour la comprendre. Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement comme éducation morale en sport et en éducation physique? On a vu ensemble que l'action morale, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour d'un problème moral à résoudre. Il n'y a pas d'action morale quand il n'y a pas de problème moral. Donc, si on veut favoriser le développement de chacun des processus de l'action morale, il faut soumettre un problème moral à résoudre par les jeunes. Mais il est où ce problème moral-là en sport? Le problème moral, il est inhérent au sport. Il est toujours présent dans le sport. C'est celui de concilier les 3 valeurs contradictoires de l'esprit sportif. L'équité, le désir de vaincre, la loyauté. Ça, en soi, c'est une tâche morale exigeante de les concilier. Et quand on est en sport, on a en tout temps, lors du sport, à concilier ces 3 valeurs-là par soi-même. Par soi-même si, et seulement si, il n'y a pas d'administrateur qui le fait pour nous, il n'y a pas de coach ou d'enseignant qui le fait pour nous, il n'y a pas d'arbitre qui fait ça pour nous. On a la responsabilité, par nous-mêmes, seuls et à l'aide de nos pairs, de concilier ensemble les 3 valeurs constitutives de l'esprit sportif. Et ça, c'est un problème moral à résoudre, porteur d'un potentiel incroyable de développement moral. Je pourrais vous donner maintenant un exemple d'une activité qui est basée sur l'approche par l'esprit sportif à l'éducation morale en EPS. Vous allez voir comment c'est simple. C'est ça qui est intéressant avec l'approche. C'est simple parce qu'en tant qu'enseignant, on n'a pas à faire grand-chose. On remet la responsabilité dans les mains des jeunes. On a une tâche là, quand même. C'est celle-là de guider, de questionner, de faire réfléchir. Mais, En fait, tu travailles moins, mais c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu travailles comme en arrière-fond, c'est vraiment plus difficile. Ouais. Ça prend beaucoup de doigté pour offrir cette éducation morale-là. Parce qu'il faut re-questionner correctement les jeunes sur le pourquoi de leurs actions, de leur raisonnement et ainsi de suite. Donc, oui, cet aspect-là est difficile, mais dans un autre sens, c'est plus facile parce que c'est les jeunes qui doivent faire le tout. C'est à eux de concilier tout ça. Donc, un exemple d'une activité, au soccer. On a 2 équipes qui s'affrontent, mais là, on n'a pas des buts traditionnels qui ont déjà une grosseur réglementaire. On place 2 cônes à chaque bout du terrain. Et là, on va leur demander, avant la partie, d'évaluer les forces de chacune des équipes. Et après ça, une fois qu'ils ont bien évalué les forces de chaque équipe, en présence, ils peuvent faire ça tout le monde ensemble, ils doivent définir de quelle largeur va être leur but avec les cônes. Puis là, on peut leur remettre un ruban à mesurer, puis ils peuvent mesurer, ça peut être 4, 6, 8, 10 pieds de large, peu importe. Mais l'important, c'est que la largeur du but soit relative à la force de mon équipe par rapport à l'autre équipe. Donc, une équipe qui est plus forte devra protéger un but qui est plus large. Une équipe qui est moins forte devra protéger un but qui est plus étroit. Qu'est-ce que les jeunes sont en train de faire à ce moment-là, selon vous? Quand ils prennent ces décisions-là, quand ils discutent de ça, qu'est-ce qu'ils font? Créer des chances égales de vaincre. Tout à fait. Donc, ils doivent gérer par eux-mêmes l'équité. C'est ça? Oui, effectivement. OK. Ben, c'est pas la loyauté ni le désir de vaincre. En fait, le désir de vaincre, il tente de le retenir. Parce que ton désir de vaincre dirait « je veux le plus petit but possible ». Oui. Puis que les 2 cônes se touchant l'un l'autre. À peu près, c'est ça.
Mais effectivement, on veut leur laisser entre les mains la responsabilité de gérer l'équité de la rencontre. Et ça ne sera pas parfait comme mesure. Vous me direz, même si les buts sont ajustés, ça se peut que ça soit inéquitable. Tout à fait. Surtout dans un contexte d'éducation physique à l'école, il peut y avoir des gens très forts, des gens très faibles. Mais l'important, en éducation morale, c'est pas d'atteindre vraiment l'équité. C'est pas ça l'important. C'est que les jeunes y pensent puis qu'ils tentent de l'atteindre. C'est ça l'important. Et ça, c'est une tâche morale. Puis ensuite, le reste de la partie, ben, ça serait auto-arbitré. Ils connaissent les règles, ils sont capables de s'auto-arbitrer. Donc là, ils ont à gérer la loyauté. Puis en tout temps, ben, ils doivent faire preuve de désordre de vaincre. Ça va de soi. Hein. Souvent, c'est pas une valeur sur laquelle il faut vraiment se pencher, ça vient tout seul. J'ai l'impression qu'il manque peut-être une valeur. Supposons que tu as quelqu'un dans ton équipe qui est moins bon, puis que là, tu mets de la pression qu'il devienne meilleur. Tu as le désir de vaincre, tu es loyal, et il y a une forme d'équité parce que tu veux tenter de vaincre le plus possible, donc tu augmentes ton équité parce que les deux côtés veulent faire ça. L'agréabilité, j'ai l'impression qu'elle manque. Et pour créer des équipes égales, je me souviens, moi j'étais le plus fort en sport primaire puis au secondaire, puis j'étais souvent le premier prix. Ma confiance en moi en sport là, était très élevée. Mais il y a des personnes qui sont toujours les derniers. Et donc là, souvent, on met deux capitaines qui choisissent. Au début, on choisit le plus fort pour tenter de rendre ça égal, mais il y a tout le temps les personnes qui savent qu'ils vont être les derniers choisis. Et là, la valeur d'inclusion, j'ai l'impression qu'elle manque aussi. Donc, il y a comme d'autres valeurs que j'ai l'impression qui devraient être intégrées, qui peuvent être problématiques. Oui. Écoutez, c'est sûr que c'est une approche, elle ne tente pas de régler tous les problèmes. Elle ne tente pas de porter sur tous les aspects d'une éducation morale. Plusieurs, on a vu qu'elle couvre quand même un grand pan, mais effectivement, mais il faut dire aussi qu'on pourrait rentrer, par exemple, tu disais agréabilité ou la manière de se comporter avec autrui, on pourrait le rentrer dans la loyauté parce qu'on a besoin de l'autre, puis on a besoin d'agir avec l'autre d'une manière minimalement respectable pour qu'il y ait une rencontre. Bon, on pourrait le rentrer dans la loyauté, mais il faut... L'inclusion. L'inclusion, ouais. Comme la personne qui est toujours prise en dernier, puis qu'elle se sent un peu exclue parce qu'elle est toujours la moins forte, donc de concilier le fait qu'il y a des forces différentes de façon un petit peu plus douce. Même les personnes qui sont plus faibles ont une certaine valeur du fait que ton but va être plus petit si elles sont dans ton équipe. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que les personnes qui sont plus faibles ne sont pas nécessairement les dernières prises, parce que quelqu'un qui réfléchirait un peu se dirait genre, je peux prendre des gens plus faibles, mon but va être plus petit, ça va être peut-être plus, je sais pas. Ah, ok, tu prends des gens très faibles. Ok, j'ai une bonne stratégie de gagner. Tu prends des gens très faibles dans ton équipe, mais tu prends la personne la plus large. Et là, tu as une équipe très faible avec un très petit but. Et là, tu peux avoir quelqu'un qui couvre complètement le but. Et là, tu as une certitude de gagner. Mais écoutez, on ne peut pas régler tous les problèmes avec cette approche-là, ça c'est sûr. Puis l'objectif, c'est pas de régler des problèmes, comme par exemple l'inclusion. C'est un problème en éducation physique, par exemple. Ici, l'idée, c'est d'offrir une éducation morale. Puis on veut offrir une éducation morale qui est non endoctrinante. Ça, c'est important aussi. Puis qui ne dresse pas. L'objectif, c'est pas de dresser le jeune à adopter une habitude en particulier, outre celle d'exécuter son jugement, je pense qui est raisonnable comme habitude. Et ensuite, on ne veut pas endoctriner. Donc, il ne faut pas imposer un contenu moral qui vient de l'extérieur, qui est arbitraire, contingent comme contenu moral. Certaines approches d'éducation morale, ils font fi de ça, puis ils s'approchent de l'endoctrinement en enseignant des idéologies morales, mais nous, on tente de contourner l'endoctrinement moral. On ne veut pas endoctriner les jeunes. Là, ça me permet de parler d'un aspect. Lorsqu'on demande aux jeunes dans l'activité de soccer, on va les mettre en contexte. On ne leur offre pas l'activité comme ça, sans aucun contexte. On va leur parler d'esprit sportif, de ce qu'est le sport, l'esprit sportif, les 3 valeurs de l'esprit sportif. Et on va leur indiquer que ces valeurs-là font partie du sport, essentiellement du sport. Elles doivent être présentes si on veut faire le vrai sport. Ici, les critères de mon jugement en sport, c'est-à-dire lorsque je suis dans l'activité de soccer, je dois évaluer la force et donc la largeur éventuellement de mon but. Je me base pourquoi pour exécuter mon jugement moral? Sur quels critères? Mes critères sont offerts en sport par l'esprit sportif. Les critères du jugement devraient être les 3 valeurs de l'esprit sportif. Il pourrait en avoir d'autres également ajoutés, mais ceux-là sont essentiels à toute pratique sportive véritable, authentique. Donc, je dois juger dans l'activité de soccer ce que je devrais faire à partir de ces critères-là. Donc, proposer ces critères-là, d'agir en sport, moi je dirais, c'est pas tout à fait dans l'endoctrinement, parce que ça semble constituer véritablement ce qu'est le sport. Mais, bon, on pourrait remettre ça en question, si vous le désirez, ça serait possible aussi. Toutefois, on propose ces critères-là comme critères d'agir en sport et non dans la vie de tous les jours. On n'est pas en train de dire aux jeunes, dans la vie de tous les jours, ou comment être une bonne personne en général.
On ne fait pas ça. Si on se prononçait et on offrait des critères d'agir, des valeurs, des normes, des principes pour la direction de sa vie personnelle, là, on serait dans l'endoctrinement. Mais on ne fait pas ça. On leur propose des critères raisonnables à suivre en sport, tirés du sport lui-même. Mais là, qu'est-ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont sortis du sport? Parce que là, ils continuent leur vie. Hein? On n'est pas juste dans le sport tout le temps. Donc ça, c'est la question du transfert. Au niveau des connaissances, il n'y a pas vraiment de transfert. On ne fait pas porter la chose sur des connaissances. C'est une approche qui est plutôt procédurale, formaliste. On développe des habiletés. Chacun des processus, on peut les voir, les envisager comme des habiletés morales. Celle d'être sensible à une situation, de juger et d'être capable d'exécuter le jugement, la motivation morale. Donc, nous, notre hypothèse, qui reste à vérifier, mais c'est une hypothèse plausible, c'est qu'à force de faire des activités du genre comme celle de soccer et d'autres, de manière répétée, on arrive à développer chacun des processus de manière générale pour qu'une fois qu'on sort du domaine du sport, on ait l'habitude de prendre le temps d'interpréter une situation d'ordre moral, de voir qu'est-ce que je pourrais faire, ensuite de juger à partir de critères, des termes que je pourrais avoir connus dans le domaine sportif, et ensuite de passer à l'acte. Donc nous, notre hypothèse, c'est qu'en apprenant à le faire par l'habitude en sport, on pourrait être capable de le reproduire ensuite dans la vie de tous les jours. Mais il n'y a pas de contenu. On ne leur demande pas aux jeunes, dans la vie de tous les jours, soyez équitable, ayez un désir de vaincre, soyez loyal. Pas du tout. Pas du tout. C'est des critères d'agir à utiliser uniquement en sport. Jamais que c'est proposé d'utiliser en dehors du sport. Donc, on évite ici l'endoctrinement. J'imagine que ça peut servir de base de réflexion aussi justement pour, en sport, comme tu l'as dit, c'est des critères qui ressortent du sport. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça met un peu la table pour justement, dans d'autres activités, agir de la même manière. Quels seraient des critères qui ressortent de là? Puis à ce moment-là, je pourrais donc me sortir d'autres critères dans d'autres domaines, justement, et essayer d'agir moralement par la même réflexion, mais on s'adapterait aux différents... Tout à fait. Ça serait possible de le faire. À ce moment-là, on sortirait un peu de l'approche. Parce que ce qui est particulier avec cette approche-ci, à l'éducation morale en EPS, c'est qu'on passe à travers le sport lui-même pour développer les personnes sur le plan moral. À travers le sport lui-même, pas à côté du sport. Parce que plusieurs approches traditionnellement utilisées à l'éducation morale en EPS, c'est dans le fond des calques de ce qui se fait en classe normalement, puis là on le fait en gymnase. Donc c'est beaucoup de la discussion, des dilemmes, mais c'est à côté du sport, vous voyez, c'est pas dans le sport lui-même. Cette approche-là, elle prend avantage du sport lui-même pour favoriser le développement moral des gens. À ce moment-là, peut-être ça pourrait se faire. À la fin du cours, on pourrait leur demander, on a jugé de ce qu'on devrait faire, puis on l'a mis à exécution dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres moments où vous sentez que vous n'êtes pas capable de réaliser votre idéal moral, et ainsi de suite? On pourrait le faire, mais à ce moment-là, on déborderait de cette approche-ci, puis on tomberait dans des approches traditionnelles. C'est possible d'ajouter ça, mais l'idée, c'est vraiment de passer par le sport. Je peux vous donner un autre exemple d'une activité d'éducation morale en EPS qui est basée sur cette approche-là. Par exemple, ici au basketball, avant la partie, on pourrait demander aux participants, aux participantes, de juger par eux-mêmes de leur habileté au basketball. Et en fonction de leur niveau d'habileté, de décider si leurs points pendant la partie, peu importe sont où sur le terrain, là il n'y aurait pas de ligne de 3 points, si les paniers qui vont rentrer eux-mêmes vont valoir 1 point, 2 points ou 3 points. Évidemment, s'ils valent 1 point, c'est que je suis assez bon. Puis si mes paniers valent 3 points, c'est parce que je suis un peu moins bon. Demander à chacun de s'auto-évaluer. Oui, il y a un aspect technique, l'évaluation technique de mon habileté. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le choix moral. Là, tu veux gagner, mais on te demande d'évaluer correctement ton niveau d'habileté puis de choisir combien de points. Puis si tu veux gagner à outrance, ce qui va arriver, c'est que tu vas t'allouer 3 points alors que tu aurais peut-être dû t'allouer 2 points ou voire 1 point. Et ça, c'est une tâche morale à résoudre. Et ça, ici, dans cet exemple-là, on le fait de manière individuelle. Tantôt, au soccer, on discutait entre nous, entre équipes, pour déterminer la largeur des buts. On peut le faire de manière individuelle, demander à chaque personne de le faire également. Un autre exemple, une autre activité, maintenant, en badminton. On pourrait demander aux joueurs de se rencontrer avant la partie et, encore une fois, d'évaluer leur niveau d'habileté au badminton et ensuite de déterminer qui est le favori ou l'équipe favori. Et le favori doit s'imposer à lui-même des contraintes ou allouer des privilèges à l'adversaire afin de rendre la partie le plus équitable possible. Disons que je suis un peu meilleur au badminton que Kevin. Disons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Kevin est très bon. C'est mon joueur de badminton. mais disons que je suis un peu meilleur que Kevin. Un peu, juste un peu. Dans un monde hypothétique. Dans un monde, oui, tout à fait hypothétique. Et là, on joue ensemble, mais on veut jouer
du vrai sport authentique, puis on veut une compétition qui est équitable. Qu'est-ce qu'on va faire? Idéalement, c'est le joueur favori qui déciderait. Et je vous dirai tout à l'heure quelle raison le joueur favori. Et là, ben moi, je vais regarder ça, puis je vais dire, OK, un peu meilleur que Kevin. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Disons que moi, je vais devoir, dans ton terrain à toi, il va y avoir les corridors de double en plus. Fait qu'on joue en simple, mais moi, je vais ajouter des corridors de double. Pas dans ton terrain à toi, c'est inverse, dans mon terrain à moi. Fait que moi, j'ai plus large à couvrir que toi. Un petit peu. C'est un petit avantage que je te donne, un petit désavantage que je m'impose, mais on pense que ça va ajuster l'équité ici, la rencontre. Puis au besoin, on peut l'ajuster en cours de route. Si on se rend compte que c'est pas assez ou c'est trop, ben on ajoute autre chose. Et ça permettrait de jouer du badminton, modifier quelque peu, mais l'esprit du badminton est encore présent. On n'a pas changé complètement le sport et on a une compétition qui est équitable. Parce que sinon, on ne serait pas capable de jouer une compétition équitable ensemble. Là, on a pris un exemple où on est deux amis, on est à peu près du même niveau, mais imaginez deux personnes de niveau complètement différent. Ou imaginez le meilleur joueur de badminton de l'Université Laval. Kevin veut jouer contre lui, puis on veut un match qui est équitable. Ben là, il va falloir qu'il y ait des avantages puis des inconvénients qui soient alloués là, d'une part et d'autre. Est-ce que l'amputation est une option? Une main dans le dos, probablement. C'est pas, ça sert pas à grand-chose de la deuxième main. Là. Au badminton, du moins. Là. Donc, vous voyez, l'important ici, puis là, certains pourraient dire, ouais, mais là, si tu ajustes les règles, ben là, les termes sont pas égaux. Là. Chacun, vous ne jouez pas selon exactement les mêmes règles. Puis là, en fait, la personne qui va gagner n'aura pas vraiment gagné. On peut entendre ce genre de choses-là. Mais encore une fois, l'important, c'est pas l'égalité de traitement. L'important, c'est pas de traiter les gens de manière égale sous les mêmes règles. L'important, au niveau de l'équité, c'est l'égalité des chances. C'est ça qui est important. Et ça, on l'oublie, encore une fois. On pense que c'est l'égalité pure et dure qui est important en sport parce qu'on est habitué de voir des gens de même niveau, de même catégorie, jouer ensemble sous les mêmes règles. Mais si on a des gens de niveau et de catégories différentes, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut-tu dire qu'on ne peut plus faire de sport? Mais non, on peut en faire. On n'est même pas obligé de regrouper les gens par catégorie. On peut leur demander d'ajuster l'équité par eux-mêmes. Puis en plus, ça rend l'activité sportive une tâche morale à résoudre. Puis au niveau du bien-être psychologique des gens qui participent au sport, par exemple, si tu joues contre quelqu'un qui est toujours trop fort pour toi, bon, peut-être que tu vas te dévaloriser, mais le fait de reconnaître que tu es moins bon et que, par exemple, ton panier vaut 3 points au lieu d'1 point, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être dommageable au niveau de la personne qui dit « Ouais, je reconnais là, consciemment que je suis la moins bonne personne ». Est-ce que tu connais un peu d'informations là-dessus? Je pourrais dire à la fois non et oui. Non, au sens où moi, je reconnais que je suis un bien moins bon peintre que bien des peintres. Je reconnais que je suis un bien moins bon musicien que bien des musiciens, et ainsi de suite. Et la liste s'allonge énormément. Pourtant, je m'en tire très bien au jour le jour. Je pense que cet argument-là n'est pas valide du fait que, par exemple, les grands musiciens ils ont 50 ans d'expérience de plus que toi, alors que quand tu es des gens de même classe, par exemple, que les deux on est en deuxième année, mais on a joué à peu près le même temps au basket, mais quelqu'un a plus de talent naturel, j'ai l'impression que là, ça change un petit peu là, à ce niveau-là. Ben, si c'est un talent naturel, il n'y peut rien. Je pense que le point, c'est pour ça que je dis à la fois oui et non à ta question. Non au sens où dans la vie, on n'est pas du même niveau à tout. Puis il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il y a une manière de procéder aussi. C'est quand on demande aux gens de faire ça, on les humilie pas, on fait pas par exprès pour dire « Ah ben toi, si tu veux juste 3 points, hein, puis 4, on a vu mettre 4, ça aurait été 4, puis ainsi de suite. » Il y a une manière de faire, une manière de procéder. Mais les jeunes, ils savent très bien qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais il y a une manière d'être meilleur qu'un autre, sans intimider, sans dévaloriser l'autre. Puis en fait, aussitôt qu'on prend du sport qui est auto-arbitré, puis où les participants ont à gérer par eux-mêmes l'équité, on a déjà les pièces qui sont mises en place pour mettre en place cette approche-là. Après ça, tout ce qui manque, c'est un éducateur, une éducatrice qui va être capable de guider les gens dans leur réflexion, mettre en place l'activité, la procédure, les étapes. S'ils voient que finalement, c'est plus ou moins équitable, par exemple, le choix que les jeunes ont fait, ben, remettre ça en question. Pourquoi? Puis creuser leur raisonnement, leur faire voir des manières différentes de procéder, leur rappeler les valeurs de l'esprit sportif et ainsi de suite. Donc ça, c'est la tâche de l'éducateur et de l'éducatrice. Tout à l'heure, je disais, c'est le plus fort qui devrait ajuster l'équité. Parce que la justice, c'est la vertu des plus forts. Les plus faibles, ils tendent naturellement vers la justice, vers l'équité. Naturellement, ils la désirent parce que c'est dans leur propre intérêt. Ça leur demande rien
d'un point de vue moral, de désirer l'équité lorsque tu es le moins fort. Mais quand tu es plus fort, quand tu sais que tu peux gagner, là, ça demande, c'est exigeant d'un point de vue moral, de dire, je veux gagner, je suis le plus fort, c'est quasiment sûr que je gagne si je ne change rien dans les règles, mais je vais m'imposer une contrainte importante pour rendre le jeu équitable. Ça, c'est vraiment un problème moral à résoudre. Mais ça, dans cette situation-là, comme l'exemple du badminton, c'est seulement le plus fort qui peut le faire. Ou on demande à tout le monde de le faire en même temps. Mais on ne devrait pas demander aux plus faibles de veiller à l'équité. Seulement, c'est dans leur intérêt. C'est pas une tâche morale de leur demander de faire ça. Vous comprenez? L'important, c'est pas seulement d'obtenir l'équité dans la partie ou de la loyauté. L'important, c'est de conseiller ces valeurs-là par les participants eux-mêmes. C'est ça qui est important ici. Il ne faut pas diminuer son désir de vaincre non plus. Mais non. Certains pourraient dire ça au badminton. Je pourrais dire, moi je suis un peu meilleur que Kevin, mais je vais baisser mon niveau de jeu, puis comme ça, ça va être à peu près égal, nos chances de gagner. Mais non, parce que je diminue mon désir de vaincre. À ce moment-là, j'adopte un comportement qui est antisportif. Pourquoi? Je vais à l'encontre du sport et de son éthique. Et moi, j'avais une petite question parce que je joue au badminton, pour vrai. Puis, à un moment donné, j'ai joué contre des gens qui étaient vraiment plus forts que moi, là, qui avaient déjà joué à l'université là, pour le Rouge et Or. Et ils me disaient, tu sais, je vais peut-être faire attention à ne pas faire ce genre de coup-là. Je disais, non, je veux perdre 11-1, puis essayer de perdre 11-2 la prochaine partie parce que je veux m'améliorer. Puis s'améliorer, c'est jouer contre des gens plus forts que soi. La victoire n'était pas vraiment importante. Puis on dirait que j'avais même pas de pression de gagner, donc ça me donnait juste l'occasion de m'améliorer. Et j'ai l'impression qu'en rendant égales les probabilités, peut-être que ça permet pas à la personne la plus faible d'autant prendre la force ou prendre la technique ou se développer au niveau de ce sport-là. Donc j'ai l'impression que ça peut avoir un effet pervers et ça met l'importance sur le fait de gagner. Parce qu'ils disent, on veut avoir des chances égales de gagner alors que l'objectif ne serait pas de se développer, entre autres, par exemple. J'ai l'impression que dans ce cas-là, par rapport à ce dont on parlait tantôt, on est plus dans l'entraînement que vraiment dans la compétition sportive en tant que telle. Ah ben oui. T'as raison. En fait, c'est ça, je m'entraînais au badminton. Ouais. Non, ça ressemble plus à ça parce que tu visais pas la victoire, tu visais l'entraînement, puis là, c'était une manière de... Tout à fait. Si tu aurais visé la victoire, tu n'aurais pas voulu les mêmes conditions parce que tu n'aurais jamais gagné. Je retire ma question. Donc là, on a vu ensemble l'approche par l'esprit sportif. On a vu c'est basé sur quoi? Sur l'approche intégrative qui prend tant en considération la formation du jugement que la formation du caractère, former l'ensemble de l'action morale, l'ensemble des processus. Et pour ça, on place les participants et les participantes dans un problème moral à résoudre, c'est-à-dire de concilier par eux-mêmes les 3 valeurs constitutives de l'esprit sportif: équité, désir de vaincre et loyauté. En gros, c'est ça l'approche, en une phrase. Je ne vous l'ai pas dit, mais moi, dans le cadre de mon enseignement à l'université, on fait vivre un laboratoire aux étudiants et on leur fait faire des activités pour une boîte de beignes. Ils doivent réaliser les différentes activités qu'on leur propose. Puis oui, il y a un désir de vaincre qui vient naturellement, surtout que c'est des gens qui sont dans le domaine du sport, l'éducation physique, mais on rajoute un petit enjeu supplémentaire, une boîte de beignes, par exemple. Et juste ça, là, ça vient chercher juste assez, là. Puis ça rend la tâche difficile d'un point de vue moral. C'est niaiseux. Mais ça dépend c'est quel beigne. Oui. C'est peut-être pas si niaiseux que ça. Je voulais pas faire de pub, mais... C'est vrai qu'il y a des beignes meilleurs que d'autres. Mais vous voyez, puis ça, c'est une autre affaire sur laquelle on peut jouer lorsqu'on offre une éducation morale en sport, jouer sur l'enjeu. Avec des plus jeunes qui sont moins développés sur le plan moral, on peut mettre des enjeux plus petits. Par exemple, un autocollant, juste ça, c'est suffisant pour qu'il y en a qui virent complètement de souffle et qui trichent juste pour gagner le collant. C'est vrai, c'est tout à fait vrai au primaire. Puis plus on adopte cette approche-là, à travers le temps, éventuellement, les jeunes sont capables d'identifier, de juger, d'exécuter adéquatement. Mais là, on peut augmenter l'enjeu. Puis en augmentant l'enjeu, là, ça rend la tâche morale plus difficile, plus éprouvante. L'éducation physique et le sport, c'est vraiment des contextes idéaux pour l'éducation morale. L'EPS, c'est un contexte où on commet plusieurs actions concrètes dans des situations réelles. On ne leur demande pas seulement de réfléchir, mais d'exécuter leur jugement. Oui, tu devrais mettre les buts de telle largeur, par exemple. Tu sais que tu devrais le faire, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je désirais vaincre. Là, ici, un échec moral ici. On peut revenir sur le jugement, puis on peut questionner au niveau de la motivation morale, le caractère moral. Et c'est seulement à force d'habitude, à force de répéter la même chose plusieurs fois, qu'on peut arriver à faire ce choix-là aisément par la suite. Et même y prendre plaisir à viser l'équité adéquatement. Ensuite, l'EPS, c'est un contexte qui facilite la pratique morale. Pratique au sens de se pratiquer. Un peu comme un entraînement. Pourquoi? Dans la vie de tous les jours,
Exécuter des actions morales, ça peut avoir des conséquences à long terme. S'il y a un échec, un succès, et ainsi de suite, c'est assez engageant. Mais en sport, on gagne sans jamais rien gagner, puis on perd sans jamais rien vraiment perdre. Puis la vie continue. Puis on n'est pas affecté à long terme par nos décisions morales qui ont été bonnes ou mauvaises. Donc, c'est des lieux idéaux pour se pratiquer, puis au début, probablement échouer davantage. Puis pas être capable d'instituer l'équité, puis pas être capable de demeurer loyal. Mais c'est pas grave, on fait des échecs, puis on apprend de ces échecs-là. Puis nous, notre rôle comme éducateur et éducatrice, c'est de reprendre ça, de re-questionner les jeunes. Et ensuite, on va se parfaire et se développer sur le plan moral, à l'aide, entre autres, de ces échecs-là. Puis finalement, l'éducation physique et sportive, c'est un contexte qui permet le développement de l'autonomie morale. On n'a pas parlé beaucoup de l'autonomie morale. On pourrait dire que la fin de l'éducation morale, c'est l'autonomie morale, si on le dit simplement. Oui. La fin, tu veux dire l'enjeu? Oui, c'est l'enjeu, c'est la visée finale. L'objectif ultime de l'éducation morale, c'est l'autonomie morale de la personne. C'est-à-dire le fait de se donner ses propres règles à soi-même. Oui, autos nomos, autonomie morale, autos soi-même, nomos loi. Donc, l'autonomie morale, c'est de se donner à soi-même ses propres règles d'agir. Tout à fait, tu fais bien de mentionner. Donc, c'est ce qu'on veut obtenir avec les jeunes. En éducation physique et sportive, puisqu'on est amené, à l'aide de cette approche-là, à aller jusque dans l'agir, on ne fait pas juste identifier des règles, mais on se les donne puis on les met en pratique concrètement, ces règles d'agir-là. Et ils ne sont pas imposés de l'extérieur. C'est pas moi, en tant qu'éducateur et éducatrice, qui va imposer des règles d'agir aux jeunes. Moi, ce que je leur dis, c'est le concept de sport détient en lui nécessairement l'esprit sportif, qui est composé de 3 valeurs, qui devraient guider le jugement des sportifs pendant le sport. Point. Rendu là, comment allez-vous agir? C'est entre vos mains. Mais moi, ma job à moi, ça va être de vous questionner sur pourquoi tu fais ceci. Est-ce que c'était la meilleure solution? As-tu pensé à telle chose, à telle valeur, et ainsi de suite. Mais c'est pas moi qui propose ces lois-là. On n'impose rien. C'est pas une approche qui est hétéronome à la moralité, c'est une approche qui vise l'autonomie morale. Quand on fait du sport, on a vraiment besoin d'une forte concentration. Est-ce que ça nuit pas à la performance sportive ou au désir de vaincre même quasiment à la limite de demander de réfléchir à ces choses-là en même temps? Ça, c'est une bonne question. Il faut savoir quand l'utiliser. Il faut que les jeunes maîtrisent bien le moyen d'action, le sport en question. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne maîtrise pas le volleyball d'ensuite lui demander de gérer ce genre de choses-là. C'est beaucoup trop en même temps. Il faut connaître le sport déjà. Ensuite, peut-être que c'est moins approprié dans des situations de compétition dans le sport organisé, où vraiment il y a un enjeu important, puis les jeunes s'entraînent à l'année longue et tout ça. D'une certaine manière, ça serait tout à fait approprié de leur demander de gérer ça, mais je pense que ça serait un peu trop demandé à la culture du sport organisé de mettre en place ce genre d'activité-là pendant la saison, pendant les championnats et ainsi de suite. Mais ça peut se faire pendant la saison morte, des rencontres d'exhibition contre d'autres équipes. Ça peut se faire pendant les entraînements, puis ça se peut se faire en tout temps à l'école. Donc, il y a des moments appropriés pour le faire. Et donc, comme tu disais, est-ce que ça gêne un peu la pratique sportive parce qu'on doit penser à d'autres choses? Il faut savoir qu'on n'y pense pas en tout temps. Il y a des moments d'arrêt. Souvent, c'est avant la partie, avant chaque manche. Ou c'est le moment approprié pour réfléchir. Donc, il y a des moments pour le faire. Donc, je ne pense pas que ça interfère beaucoup avec la pratique. Puis à ce moment-là, il faut se dire que si on veut offrir une éducation en tant qu'éducateur et éducatrice, il faut veiller à offrir une éducation qui est globale, qui favorise le développement de toutes les dimensions de la personne, dont la dimension morale. Et ça, il faut voir comment on va l'offrir. Et ça serait une approche très pertinente pour le faire. Puis à certains moments, il faut mettre l'accent sur certaines choses plutôt que d'autres. Pas s'arrêter seulement à la dimension corporelle en faisant du sport et de l'éducation physique. C'est bien, c'est la première chose, mais il faut favoriser le développement de l'ensemble des dimensions de la personne, la dimension morale incluse. Quand on étudie l'éthique, en fait, il y a beaucoup de facteurs auxquels on peut s'intéresser. Donc, tu as parlé justement de la sensibilité, du jugement, de la motivation. Mm-hmm. On distingue souvent l'action de l'intention. Mm-hmm. Tu l'as un peu abordé déjà, mais les sentiments versus la raison, etc. Et le sport, c'est là que les passions se déchaînent. Il y a à la fois les sentiments, à la fois tu as besoin de réfléchir à ton activité sportive. C'est très stratégique, c'est très tactique, le sport. Donc, on dirait que c'est comme un peu le mélange de tous les éléments. C'est un peu là où on retrouve tous ces facteurs-là qui sont normalement importants à l'éthique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'on regroupe la majorité des aspects importants à considérer lorsqu'on va offrir une éducation morale à quelqu'un. Tout à fait. Pas tout. On ne peut pas tout faire en éducation physique et en sport. On peut faire ce qu'on peut faire, puis c'est déjà en masse. Mais on considère beaucoup de choses. L'affect, la raison, l'intention, l'action. Tout à fait.
Puis on n'est pas seulement assis dans une classe à en discuter, mais on doit le faire. On doit le faire. Puis c'est à propos parce que l'éthique, c'est une réflexion sur l'agir humain. Mais lorsqu'on fait de l'éthique, on en réfléchit à l'agir humain. C'est tout à fait correct. Mais lorsqu'on offre une éducation morale, on devrait à la fois réfléchir sur l'agir humain et agir. Et agir. Et ça, c'est le pas de plus que je crois qu'il faut faire. Mais c'est un pas qui est dangereux. Parce que là, on peut tomber dans le dressage et dans l'endoctrinement très rapidement. Mais il y a des manières d'éviter ces écueils-là. Comme je l'ai présenté aujourd'hui, à l'aide de certaines approches, donc cette approche-ci, mais il y a d'autres approches aussi qui le font très bien, où on évite de dresser, on évite d'endoctriner, on ne propose pas de contenu moral arbitraire, contenu moral idéologique, si on veut, qui n'est pas proposé. Donc à ce moment-là, une manière d'éduquer qui est plus formelle, mais qui vise à développer différents processus d'une action morale. Et pour nous, développer ces différents processus-là d'une action morale, c'est se développer sur le plan moral. Et si on réussit ça, à l'aide de cette approche-ci, entre autres, nous, notre rôle est réussi. Notre rôle est réussi, on considère, puis on favorise l'atteinte de l'autonomie morale par la personne, qui doit elle-même agir. Et pour conclure, tantôt on a parlé de privilèges. Tu as un certain privilège physique, par exemple, qui fait que tu devrais essayer d'enlever certains avantages que tu as pour rendre la compétition plus équitable. Et l'idée de privilège, là, c'est souvent mis de l'avant et on veut faire en sorte d'égaliser en tant que société les chances des gens qui sont moins privilégiés. On n'a jamais pris le temps de prendre les gens qui sont privilégiés et de dire qu'est-ce qu'on devrait faire puis qu'est-ce que vous devriez faire pour égaliser les choses, alors que j'ai l'impression qu'il y a un peu de résistance qui se passe par rapport aux gens qui ont des privilèges et de justement avoir une réflexion avec eux et non contre ces personnes-là. Eux, je m'inclurais dans ces personnes-là probablement. Je trouve que ça pourrait être une avenue intéressante au niveau social de la réflexion par rapport au sport, de comment est-ce que ça pourrait changer notre vie en général dans notre monde réel et non dans le monde du sport. Comme quoi la tâche d'instituer la justice, ça ne devrait pas revenir qu'aux plus faibles. Puis ça, l'approche peut nous aider à se questionner par rapport à ça. Puis aider les jeunes à se questionner par rapport à ce genre de choses. Puis on peut extrapoler avec eux, on peut aller plus loin, puis leur parler de justice dans la vie de tous les jours, puis leur parler de règles. Tu parles de règles, puis ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais ici, l'idée, c'est pas de respecter les règles parce qu'elles sont règles. Pas du tout. Ce qui est important, c'est pas les règles. Ce qui est important, c'est de respecter le contrat qu'on a signé tacitement, peut-être, mais quand même, lorsqu'on a entré volontairement en sport. C'est ça qui est important. On s'est donné à nous-mêmes ces règles-là lorsqu'on a entré volontairement en sport. Là, on fait preuve d'autonomie morale, ici. C'est pas nous qui avons... Oui, c'est très conscient, là. Oui, tout à fait. C'est très conscient. Je te parle à partir de la théorie du développement moral de Kohlberg, tout à fait. Mais à ce moment-là, on adopte la perspective de la raison. On se donne à nous-mêmes nos propres règles d'agir. Oui, on n'a pas inventé les règles, disons, de tel sport, mais lorsqu'on décide d'entrer en sport, on le fait volontairement. On doit respecter par nous-mêmes ces règles-là. On devrait être la première personne qui veille à ce qu'on respecte ces règles-là. Si on veut vraiment développer l'autonomie morale chez les jeunes, on doit leur faire voir que c'est eux-mêmes qui décident, par une participation libre, de jouer au sport et donc ils doivent s'assurer qu'eux-mêmes respectent les règles du sport. Et ça, c'est fort. Si on fait le transfert avec la vie de tous les jours, on peut le faire avec la théorie du contrat social. On peut aller jusque-là et dire, nous, en tant que citoyens, on se donne à nous-mêmes nos propres règles d'agir, nos propres lois, et on est responsable de les suivre. Bon, maintenant, il y a plein d'astérix à mettre ici. C'est déterminant. Donc, il ne faut pas demander aux jeunes à respecter les règles. Il faut demander aux jeunes à être intègres sur le plan moral, puisqu'ils ont signé par eux-mêmes le contrat sportif. Ils ont décidé d'entrer en sport. C'est ça qu'il faut leur demander. Ça, là, on parle ici d'autonomie morale. Et ça, c'est là où le sport peut nous aider. Donc, on revient à la question du début. Est-ce que le sport, c'est un bon outil de musculation morale? J'ai dit oui, ça peut l'être. Bien manié par quelqu'un de compétent, avec une bonne situation, un bon contexte, où les participants ont concilié par eux-mêmes les trois valeurs contradictoires de l'esprit sportif. Tout à fait. Excellent outil de musculation morale. Excellent. Sinon, on serait mieux de faire autre chose. Parce que je ne pense pas que c'est un bon outil laissé à lui-même. Je ne suis pas sûr, quand je regarde autour de moi, que c'est vraiment... Puis les données de recherche me supportent aussi là-dedans. Laissé à lui-même, le sport, c'est plus néfaste sur le plan moral qu'autre chose. Donc, à nous en tant que sportifs et sportives, à nous en tant qu'éducateurs et éducatrices, de mettre en place un sport qui permet de résoudre des problèmes moraux,
puis de se développer sur le plan moral. Et j'ai l'impression qu'en conclusion, parce que là, tu revenais à ce que tu as nommé au début, mais j'avais dit dans l'introduction que ça pouvait peut-être sembler être hors sujet avec la morale, l'éthique en général, le sujet, mais comme on vient de voir avec tout ce que tu nous as montré, que ça peut aller loin, ce qu'on peut apprendre avec le sport et la moralité. Donc, merci beaucoup, Jonathan, et peut-être pour une prochaine émission. Merci beaucoup d'être venu. Puis effectivement, à une prochaine avec grand plaisir. Ben, merci à vous deux. Merci de m'avoir accueilli.